Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Séance de questions d'actualité au gouvernement, c'est à suivre en direct sur notre antenne dès 16h45 avant le débrief avec mes invités. Et à l'ordre du jour de cette séance, les coupes budgétaires et la volte-face de l'exécutif sur les fiscalités. Les sénateurs attendent d'en savoir plus sur le calendrier de la suppression de la taxe d'habitation, une mesure qui inquiète les élus et qui sera abordée au Sénat lundi lors de la conférence des territoires. Les ministres LR et les constructifs vont-ils être exclus du parti? Un bureau politique se tient ce soir à 18h. Cette hypothèse de sanction ne fait pas l'unanimité au sein des instances dirigeantes. Le détail à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojac et Mickaël Zamès en direct du Sénat. Le multiplex politique et parlementaire, c'est tout de suite. L'État va donc devoir se serrer la ceinture car il faut trouver 4,5 milliards d'économies pour contenir le déficit à 3% du PIB. Conséquence, chaque ministère va devoir réduire son train de vie. Explication Fabien Recker. L'État veut se serrer la ceinture. Objectif, ramener le déficit sous la barre des 3% dès cette année. Pas de coupe dans les services publics ni dans les effectifs, promet le gouvernement, mais des économies de fonctionnement. Nous avons vu ministère par ministère, là on pouvait faire des économies. Nous avons fait 4,5 milliards d'économies sans toucher aux collectivités locales, sans toucher à la sécurité sociale, sans toucher aux minima sociaux. Ce sont les lignes rouges. 4,5 milliards et tous les ministères sont mis à contribution. Matignon veut donner l'exemple en réduisant son train de vie de 60 millions d'euros. 268 millions d'économies sont prévues à Bercy, 526 au ministère de l'Intérieur. Le gouvernement veut aussi réduire la voilure au niveau des contrats aidés. La défense nationale n'est pas épargnée, 850 millions d'euros à trouver sans toucher aux opérations extérieures. Preuve que la mesure est sensible, la ministre des Armées Florence Parly a annulé aujourd'hui son déplacement à Mont-de-Marsan afin de rencontrer le Premier ministre. L'opposition attend d'ores et déjà des précisions. Et que devient l'opération Sentinelle? Ça, c'est des questions qui doivent se poser. Sur les crédits de sécurité du ministère de l'Intérieur, il y a plus de 500 millions d'euros. Moi, je n'avais pas compris qu'il y avait trop d'argent dans le ministère de l'Intérieur. Bruno Le Maire et Gérald Darmanin détailleront le plan d'économie demain devant les commissions des finances des deux assemblées. Et on va tout de suite retrouver Mickaël Zamès en direct de la salle des conférences du Sénat avec votre premier invité. C'est le président du groupe socialiste ici à la Haute Assemblée, le sénateur de la Drôme, Didier Guillaume. On va le faire commenter bien évidemment toutes ces questions d'actualité et notamment sur la fiscalité. Gérald Darmanin disait ce matin, le ministre, que le gouvernement a trouvé 4,5 milliards d'euros en l'espace de quelques jours finalement. Et il dit l'État va être exemplaire vu que le gouvernement précédent ne l'a pas été. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Non, mais je pense qu'il faut arrêter ces débats où c'est de la faute à l'un, c'est de la faute à mes prédécesseurs, c'est vieux comme le monde. Bon, nous sommes exprimés la semaine dernière sur le rapport de la Cour des comptes. Le mot insincérité ne va pas parce que ce budget n'est pas insincère. En même temps, il y a toujours dans les prévisions des choses qui peuvent bouger. On verra en fin d'année. Qu'il soit exemplaire, très bien. Qu'il ait trouvé 4 milliards pour le budget, moi je trouve ça très bien. On va voir comment, on va voir où. Il y a une chose... Expliquer, que ce soit sur le ministère de la Défense ou le ministère de l'Intérieur, tous les ministères vont être soumis à des coupes drastiques finalement. Mais de toute façon, on est en période, le gouvernement précédent l'a déjà fait, même s'il avait fixé des priorités. La défense et l'éducation, la justice, les armées, c'était intouchable. C'est ce qu'avait voulu faire le gouvernement précédent. On va voir ce que va faire celui-ci. Nous serons vigilants sur une chose. Ce sont les services publics. Il ne faut pas que pour des raisons d'économie qui sont indispensables, les services publics trinquent. Et après, ce sera le débat que nous aurons à avoir. Comment vous expliquez, Didier Guillaume, qu'en l'espace de quelques jours, on soit passé de la phrase dite par le Premier ministre lors de son discours de politique générale, on va faire des économies un petit peu partout, ça va être très difficile, à finalement Emmanuel Macron qui décide de faire notamment cette taxe de supprimer la taxe d'habitation par exemple? Mais c'est un engagement présidentiel. Je pense que le président de la République, Macron, dans sa campagne, avait dit on supprimera la taxe d'habitation pour 80% des Français. C'est une mesure pour laquelle je suis très favorable. Très favorable.
favorable. La taxe d'habitation est l'impôt le plus injuste. On vit dans une commune pauvre, on paye beaucoup de taxes d'habitation. On vit dans une commune riche, on paye peu de taxes d'habitation. Il y a eu quand même des revirements l'espace de quelques jours. C'est une bonne chose. Mais par contre, nous voulons être vigilants quant aux contreparties avec les collectivités locales. C'est ça qui est essentiel. Si les contreparties y sont, moi je pense que c'est excellent de supprimer la taxe d'habitation pour les salariés, pour les fonctionnaires. Pour vous, il n'y a pas eu de revirement entre ce qu'a dit le Premier ministre et le Président de la République? Non, mais moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Il y a eu un flottement pendant quelques jours. Vous dites le mot flottement quand même. Il y a eu un flottement puisque le Président de la République dit qu'on va le faire, le Premier ministre dit on va peut-être attendre un peu. Et puis finalement, il y a un arbitrage. Bon, dont acte, l'arbitrage est fait. Maintenant, au gouvernement de nous présenter sa feuille de route. Et vous serez vigilant, on imagine, sur ces questions qui touchent notamment aux collectivités locales. Ce sera déjà lundi prochain au Sénat, cette grande conférence territoriale. Vous en attendez quoi? Le Président de la République et le Premier ministre l'ont annoncé. Moi, ce que j'attends de cette conférence territoriale, c'est deux choses. La première chose, c'est qu'on considère que la France est une et indivisible, mais elle est diverse. Donc les territoires doivent être gérés de façon très diverse. Moi, je n'accepte pas cette notion technocratique de France périphérique. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Nous, dans la Drôme, les gens ne se sentent pas dans une France périphérique. Ils se sentent français, mais en même temps, il faut que les services publics, les transports, les services publics de l'État soient présents. Donc c'est important de savoir quelle vision de la France nous voulons. Et puis, deuxième chose, ou première chose, peu importe, ce sont les dotations aux collectivités locales. Tous les gouvernements, depuis des années, ont rogné les dotations aux collectivités locales. Les régions n'ont plus d'autonomie fiscale, les départements l'ont diminué par 2 ou par 3. Les communes sont les dernières collectivités locales qui ont encore un peu d'autonomie fiscale. Mais lever l'impôt, ce n'est pas un acte politique. Lever l'impôt, c'est pour des services publics forts. Moi, je suis pour des impôts justes, pour des services publics forts. Et c'est ça le débat que nous aurons lundi avec le Président de la République, puisqu'il sera là, et avec les collègues à la conférence des territoires. Eh bien, nous suivrons ça en direct sur l'antenne de Public Sénat. Merci beaucoup, Didier Guillaume, président du groupe socialiste au Sénat. Merci. Merci beaucoup, Mickaël, pour cette première réaction en direct. Bientôt la fin du suspense chez les LR. Le sort de plusieurs personnalités Macron-compatibles doit être tranché par le bureau politique ce soir, qui pourrait les sanctionner pour avoir bien rallié ou soutenu le président de la République, sans toutefois aller jusqu'à l'exclusion. Explication Audrey Vuitez. Au quartier général des Républicains, on s'attend à un bureau politique sous tension. Sous tension, car il va falloir décider du sort de plusieurs figures des Républicains, membres du gouvernement ou députés Macron compatibles. Que faut-il faire d'eux? La question divise la famille. Éric Ciotti et Nadine Morano prônent l'exclusion pure et simple. Pour Éric Doligé, les pro-Macron auraient dû partir sans même attendre la sanction. Il estime qu'ils font du mal à sa famille. Pour moi, ils sont un peu déconstructifs parce qu'ils font partie d'un mouvement, ou ils se disent partie d'un mouvement LR. Donc c'est vraiment pour poser des problèmes à LR. Quand on n'est plus d'accord avec un mouvement, quand on n'applique plus la totalité de sa politique, on se retire. Que faut-il faire d'eux? La question mérite d'être posée pour le sénateur François-Noël Buffet, mais sans précipitation. C'est le rôle du bureau politique que d'ouvrir cette discussion, mais avec toujours le souci de prendre un peu de recul par rapport aux choses, et puis de ne pas faire des choses qui ne sont pas attendues par ailleurs de nos électeurs, qui ont plutôt envie qu'on serre les coudes plutôt qu'on se sépare. Se serrer les coudes, c'est la ligne de conduite de Gérard Larcher qui a d'ores et déjà annoncé qu'il voterait contre les exclusions. Avis partagé par Dominique Estrosi-Sassonne. Pour elle, ce ne sont pas des pratiques acceptables dans sa famille. Il ne faut pas exclure, parce que ça voudrait d'abord montrer que notre famille politique est une famille qui se réduit, une famille qui jette l'anathème sur les uns et sur les autres. Aujourd'hui, je pense que notre famille politique est bien malade et qu'elle n'a pas besoin de ce genre de comportement. D'après les dernières informations, il semblerait que les députés constructifs échappent aux procédures d'exclusion. Et on retourne tout de suite salle des conférences pour écouter Édouard Philippe, le Premier ministre, qui s'exprime. Et que nous allons comprimer les dépenses pour atteindre cet objectif. 4,5 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent. C'est 1,5% du budget. Ça veut dire que nous allons baisser d'1,5% du budget tel qu'il a été voté en 2016. L'exécution de ce budget, c'est un effort, c'est incontestable. C'est un effort dont nous pensons qu'il est réaliste, qu'il est utile, et qu'il permettra de franchir le cap de l'année 2017 et de préparer 2018 avec une préparation et un équilibre budgétaire qui sera présenté aux parlementaires en temps et en heure. Vous admettez le fait qu'il y ait eu des revirements?
Sur vous-même et le président de la République. Non, aucun revirement. Il y a eu une discussion, il y a toujours une discussion sur le rythme auquel on faisait les choses. C'est une bonne discussion d'ailleurs, parce que c'est une discussion qui a un impact sur la confiance économique et sur la mise en œuvre des politiques proposées par le président de la République et validées au moment de l'élection présidentielle. Il n'y a jamais eu aucune discussion sur le fond des mesures que nous allons mettre en œuvre, non plus d'ailleurs que sur les contraintes que nous acceptons librement, le fait que nous fixons à 3% la règle maximum de déficit, le fait que nous agissions pour atteindre l'équilibre en maîtrisant les dépenses et pas en augmentant les impôts. Voilà, il y a ensuite une question de mise en œuvre rythmée et vous aurez l'occasion avec les parlementaires de connaître très rapidement la totalité et le détail des mesures. Je vous remercie. Le train de vie des ministères, ça suffira. Voilà pour le Premier ministre qui vient de s'exprimer à l'instant sur notre antenne. Ce que je vous propose, c'est de rejoindre peut-être dans quelques secondes une autre ministre en charge de l'enseignement supérieur, Frédérique Vidal, qui était là il y a quelques secondes et qui nous attendait. On va essayer de la rejoindre, Delphine, dès que je la trouve. Merci Mickaël. Frédérique Vidal qui doit être auditionné par les sénateurs. En attendant, eh bien, l'examen du projet de loi pour rétablir la confiance dans la vie publique a continué au Sénat. Les sénateurs ont entamé la discussion des articles et notamment la question de la limitation des conflits d'intérêts pour les parlementaires. Quentin Calmet. Avec le texte de moralisation, la définition des conflits d'intérêts pour les parlementaires entre dans la loi. Elle n'est plus simplement soumise au règlement des assemblées. Une modification minime, car les députés et les sénateurs répondent uniquement à leurs pairs, c'est-à-dire au bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale. Une légère avancée, donc, qui grave dans la loi l'interdiction de privilégier des intérêts privés sur l'intérêt général. Je pense qu'il faut absolument rassurer nos concitoyens sur ces sujets et tout ce qui va dans le sens d'une meilleure transparence est une bonne chose. Voilà. Et donc la question des conflits d'intérêts en fait partie. Voilà. D'ailleurs, cette règle sur la transparence, elle doit s'appliquer à tout le monde, pas seulement aux parlementaires. Avec une difficulté, trouver l'exacte formulation pour ces conflits d'intérêts. Il ne faudrait pas empêcher un sénateur de défendre son territoire. Je peux, en tant que parlementaire, protester contre la suppression d'une gare ou demander qu'il y ait une ligne de chemin de fer supplémentaire ou défendre l'université du département où je me trouve sans qu'il y ait conflit d'intérêts. Mais pour ce qui est des conflits d'intérêts potentiels entre des intérêts privés et des intérêts publics, il faut être très vigilant. Le texte avance dans ce sens. On pourrait d'ailleurs avancer plus. C'est l'objet de quelques amendements que nous avons présentés. Depuis la loi de 2013, les parlementaires déclarent à la Haute Autorité pour la transparence leurs revenus et leurs activités susceptibles de faire naître des conflits d'intérêts. Certains sénateurs aimeraient davantage faire intervenir cette Haute Autorité sur cette question cruciale. Voilà, et on va tout de suite bien retrouver peut-être Mickaël Zamès, toujours en direct de la salle des conférences, alors que les ministres arrivent pour cette séance de questions d'actualité. Vous êtes avec Jacques Mézard, ancien sénateur, qui est devenu ministre de l'Agriculture. C'est à vous, Mickaël. Oui, à qui j'ai promis qu'il n'arriverait pas en retard pour les questions d'actualité. Jacques Mézard, lundi, très important au Sénat, la conférence territoriale. Vous en serez l'un des maîtres d'œuvre. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette conférence? On parle beaucoup d'économie, mais est-ce qu'il sera question d'autre chose pour les collectivités? Bien sûr, il s'agit d'élaborer un pacte de confiance entre le gouvernement et les collectivités. Il est d'ailleurs assez symbolique que cette première réunion de la Conférence nationale des territoires se déroule au Sénat. Vous savez que le Sénat a un rôle particulier vis-à-vis des collectivités locales et j'ai tenu à ce qu'il en soit ainsi. Et puis c'est le moment et le moyen d'échanger sur toute une série de dossiers. Il n'y a pas que les dossiers financiers, budgétaires, c'est important, puisque nous devons tous faire des économies pour redresser la situation. Mais il y a aussi toute une série de dossiers structurels, de simplification, de normes, qui sont des dossiers importants. Aussi de voir comment arriver à faire en sorte que nos collectivités aient une vision sur plusieurs années au niveau de leurs ressources fiscales. Il peut y avoir aussi des évolutions à ce niveau-là. Donc ce doit être un lieu d'échange où on pose très clairement, directement les problèmes et les questions sur la table et on essaie d'y trouver des réponses. Il pourrait y avoir des annonces en termes de fiscalité, bien évidemment, notamment sur la dotation collectivité? Non, pas lundi. Nous serons dans un dialogue. Nous dirons très clairement
qu'il est nécessaire de continuer une politique d'économie, à la fois pour l'État, pour les collectivités, mais je ne crois pas à lundi que se posera la question de baisse de dotation, parce que je sais la situation et bien évidemment, ça ne sera certainement pas le sujet abordé de cette manière-là lundi. Bien évidemment, on vous suivra en direct lundi pour cette grande conférence territoriale au Sénat. Merci beaucoup Jacques Mézard, je vous laisse rejoindre l'hémicycle. Delphine, voilà pour les quelques réactions avant les questions d'actualité. Merci beaucoup, Mickaël. Et on va tout de suite retrouver Saveria Rojek qui suit pour nous les débats depuis la tribune de presse de l'hémicycle. Saveria, quel est l'ordre du jour cet après-midi pour cette séance ? Eh bien, Delphine, plusieurs grands thèmes d'actualité pour ces questions au gouvernement. Avec tout d'abord la fiscalité. Et on l'a dit, la réforme de la taxe d'habitation, une réforme qui sera bien mise en œuvre dès 2018. 3 questions sur la taxe d'habitation, 3 questions à Gérald Darmanin. Pour les centristes, pour le groupe centriste, c'est Anne-Catherine Loisière qui va là poser une question sur la taxe poids lourd. Le gouvernement va-t-il ressusciter l'écotaxe? C'est l'idée évoquée par Elisabeth Borne, la ministre des Transports, dans une interview la semaine dernière, avant de revenir depuis sur ses propos. Pour le groupe En Marche, pour la République En Marche, eh bien c'est Delphine Bataille, la sénatrice du Nord, qui va interroger Nicolas Hulot sur le plan climat, le mix énergétique, ainsi que la sortie du nucléaire. Et puis ensuite 2 questions, Delphine, sur l'aménagement du territoire avec Brigitte Micoulot sur la ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse. Et puis une autre question de la sénatrice Catherine Génisson pour le groupe socialiste à la ministre des Transports sur le projet de canal Seine-Nord. Voilà donc pour cette séance de questions d'actualité qui débute là juste derrière nous. Merci Saveria. Tout de suite donc direction l'hémicycle et on se retrouve juste après pour le décryptage avec mes invités. Au gouvernement, et elles sont retransmises en direct sur Public Sénat, notre site internet et sur Facebook. Je rappelle à chacun qu'on observe nos valeurs essentielles, le respect des uns et des autres et le respect du temps. La parole est immédiatement à notre collègue Jeannie Lorjou pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, après plusieurs mois de combats acharnés, le Premier ministre irakien Haïder al-Abadi a annoncé la libération de Mossoul, l'ancienne Ninive, berceau des civilisations assyriennes et chaldéennes qui a brillé de tant de feu et a donc suscité tant de convoitises. Cette victoire est le fruit de la détermination des forces irakiennes et des peshmergas kurdes qui, ensemble, en première ligne, ont subi des milliers de pertes pour se réapproprier les rives du Tigre. C'est aussi le fruit de l'engagement sans faille des forces de la coalition internationale, dont la France, auprès des Irakiens. La libération de Mossoul porte un coup que nous espérons fatal à l'État islamique et à sa folie destructrice. Saluons ici cette victoire comme le signal de la reconstruction de l'Irak et d'un Moyen-Orient qui a soif de paix et de stabilité. Mossoul est libéré du joug de l'État islamique, mais Mossoul n'est qu'un champ de ruines. Et sa population sort de l'enfer. Aujourd'hui, des questions essentielles se posent. Comment sauver ces vies à garde, ces familles brisées, ces quartiers en lambeaux? Comment réenclencher la vie? Comment réenclencher l'économie? La coalition a-t-elle réfléchi au volet humanitaire? La deuxième question a trait à la position de la France. La reconquête de Raqqa, l'autre capitale des forces obscurantistes, semble en bonne voie et sa future libération dessine un horizon nouveau pour la Syrie. Et d'ailleurs, je voudrais ici saluer nos forces armées, leur expertise, leur dévouement, leur professionnalisme. N'y a-t-il pas là, en Irak et en Syrie, une opportunité pour relancer un processus politique régional aujourd'hui complètement enlisé? Comment la France, dont la position a évolué ces derniers mois, compte-t-elle y prendre sa part? Je conclus. Quels partenariats régionaux diplomatiques devons-nous nouer demain pour la paix? Pour vous répondre, la parole est à Madame le ministre des Armées, Madame Florence Parly. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur,
Comme vous l'avez rappelé à l'instant, le Premier ministre irakien a annoncé dimanche une grande nouvelle, qui est la libération de Mossoul, grâce à la reconquête par les forces irakiennes et la coalition de cette ville qui était occupée par les djihadistes depuis que ceux-ci y avaient annoncé la proclamation d'un soi-disant califat à l'été 2014. Alors même s'il reste encore des poches de résistance à l'intérieur de cette ville, c'est néanmoins une très grande victoire. Cette victoire, nous la devons au courage, à la ténacité, à la détermination des forces irakiennes qui se sont battues au sol, accompagnées, comme vous l'avez rappelé vous-même, par les Peshmerga. Et je veux moi aussi leur rendre hommage. Ces forces ont bénéficié d'un appui important, celui de la coalition internationale contre Daesh, coalition au sein de laquelle la France, notre pays, a joué un rôle majeur. Je voudrais rappeler que nous y avons appuyé les forces irakiennes grâce à notre aviation basée en Jordanie et aux Émirats arabes unis, grâce à nos pièces d'artillerie également déployées en périphérie de Mossoul. Nous leur avons également fourni du matériel, des renseignements et enfin nous avons contribué à la formation d'un certain nombre d'unités grâce à des instructeurs déployés à Bagdad ainsi qu'à Erbil. Je voudrais moi aussi rendre un vibrant hommage aux forces françaises, à tous ces militaires déployés au Levant et qui ont pris une part active à cette reconquête. Néanmoins, il reste beaucoup à faire, car la victoire finale n'est pas encore toute proche. Daesh continue de contrôler un certain nombre de territoires, en Irak comme en Syrie. Et en ce moment même, tous nos efforts portent sur la reconquête de Raqqa, qui est elle aussi en bonne voie. Je conclus. Vous avez raison, monsieur le sénateur, nous devons aussi garder à l'esprit que la reconquête ne sera pas seulement militaire, mais qu'un processus politique et un accompagnement économique devront être organisés sous l'égide de la coalition dont la France fait partie. Merci beaucoup. Merci. La parole est à madame Anne-Catherine Loisier pour le groupe Union Centriste. 2 minutes, je répète 2 minutes. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Transports. Madame la Ministre, vous avez récemment affiché la volonté du gouvernement de voir les poids lourds contribuer plus largement au financement de nos infrastructures, tout en vous défendant de raviver la polémique qui était née autour de l'écotaxe. Votre proposition n'est toutefois pas sans rappeler cette mesure abandonnée par le précédent gouvernement en 2014. Vous souhaitez lui donner une autre orientation, celle du financement des grands projets d'infrastructures que vous chiffrez à 10 milliards d'euros, afin que les poids lourds qui circulent sur nos routes contribuent davantage à l'entretien, mais surtout à la modernisation des différents axes stratégiques de notre pays. Parmi les pistes de réflexion, vous évoquez l'expérimentation de ce dispositif dans des régions volontaires, la mise en place de péages sur certaines sections de routes nationales afin de ne pas pénaliser les transports de proximité, ou encore une taxe spécifique dédiée aux besoins en équipement. Madame la Ministre, comme beaucoup, je soutiens cette proposition qui permettrait bien sûr de financer l'entretien et l'aménagement de notre vaste réseau routier et de soulager les collectivités propriétaires qui aujourd'hui ont du mal à assumer ces missions. Mais aussi, j'attire votre attention, Madame la Ministre, sur ces milliers, voire ces millions de riverains de ces voies qui subissent les nuisances d'un transfert croissant du trafic poids lourd, notamment sur des longues distances, vers les voies non payantes. Et je rappelle enfin que bon nombre de nos pays voisins ont déjà mis en place des taxes ou différents dispositifs en ce sens. Alors, Madame la Ministre, comment comptez-vous mettre en œuvre cette nouvelle taxe et sous quel délai? Pour vous répondre, la parole est à Madame Élisabeth Borne, ministre en charge des Transports. Vous avez la parole pour 2 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Loisier, donc effectivement, je voudrais lever toute ambiguïté. Il ne s'agit pas de remettre en place une écotaxe qui répondait toutefois à un vrai problème, celui d'un juste financement des infrastructures qui n'est toujours pas résolu aujourd'hui. Nous sommes en fait confrontés à 2 défis. Le premier, c'est l'état de nos réseaux de transport qui se dégradent, ainsi que la qualité de l'environnement, comme vous l'avez souligné, notamment dans les villes et les villages qui sont traversés par ces infrastructures.
Et il faut accorder une priorité absolue à l'entretien et à la régénération de nos réseaux. C'est aussi un enjeu sur la sécurité de nos déplacements. Votre commission de l'aménagement du territoire en a largement parlé lors de sa table ronde en février dernier et le président de la République l'a confirmé à Rennes dernièrement. Nous avons également à faire face à une impasse financière de 10 milliards d'euros, addition de tous les engagements qui ont été pris par les précédents gouvernements. Cela implique de faire des choix et de réfléchir aux nouveaux financements qui peuvent être dégagés. Des solutions innovantes peuvent être mises en place, comme vous l'avez souligné, tel que cela s'est fait au sud de Bordeaux ou tel que ce sera fait prochainement sur la route Centre-Europe-Atlantique. Dans ces deux situations, les trajets de long transit payent un péage, tandis que les déplacements quotidiens ne sont pas soumis à ce péage. Et puis d'autres solutions peuvent en effet être envisagées, notamment les vignettes qui ont pu être mises en place chez nos voisins britanniques ou allemands, qui concernent principalement les poids lourds étrangers. L'objectif est bien de dégager de nouvelles ressources, tout en encourageant les comportements les plus vertueux au regard de l'environnement. Tous ces points seront mis à l'ordre du jour des prochaines assises de la mobilité à partir de septembre prochain. Madame Loisier. La parole est maintenant à notre collègue Pierre Cuypers pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Alors que certaines de vos promesses en faveur du pouvoir d'achat ont disparu, je pense à la défiscalisation des heures supplémentaires, mais vous donnez la priorité à la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français. Après de nombreuses hésitations et revirements, il a été précisé hier que cette mesure entrerait en vigueur progressivement dès l'année prochaine. Le président de la République justifie sa suppression parce qu'il estime que la taxe d'habitation est, et je le cite, lourde, inéquitable, évaluée de manière obsolète et est un impôt injuste. Je vous pose la question, Monsieur le Premier ministre, si cette taxe est injuste, alors où se trouve la justice pour les 20% des Français qui continueront de la payer et pour nos concitoyens assujettis à la taxe foncière qui est assise sur la même valeur locative? Certes, le calcul de la taxe d'habitation souffre aujourd'hui d'une certaine obsolescence en raison de l'absence d'actualisation des valeurs cadastrales depuis 1970 et de l'existence de taux d'imposition très différents selon les communes. Ils sont parfois d'ailleurs plus élevés dans les zones rurales ou urbaines défavorisées qu'à Paris par exemple. Mais la solution ne passe-t-elle pas plutôt par une réforme structurelle visant à rendre cet impôt plus juste, plutôt que d'en exonérer seulement une partie des Français et au détriment des finances des communes? Vous annoncez que l'État compensera la perte de 10 milliards d'euros pour les finances des communes et intercommunalités. La taxe d'habitation constituant actuellement leur principale ressource, je dis bien leur principale ressource. Ma question est simple. Où trouvez-vous ces 10 milliards d'euros dans votre budget? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur. Monsieur le sénateur, je voulais vous répondre simplement en précisant que des exonérations, il y en a déjà. Pour plus de 12 millions de foyers, il y a déjà une exonération de la taxe d'habitation. C'est le premier point. Il est à souligner, 12 millions de personnes, c'est beaucoup. Vous savez que c'est jusqu'à 10 500 € par an de revenus que l'on ne paye pas cette taxe et que l'État donne déjà aux communes. Et ici, nous sommes un certain nombre à avoir géré des communes qui connaissent l'exonération en nombre dans nos territoires. Deuxièmement, le Premier ministre a souligné que c'est lors de la conférence des territoires qu'il y aura avec les élus locaux, avec les régions, les départements, les communes, cette discussion sur évidemment à l'euro ces exonérations, ces dégrèvements pour les communes, pour les intercommunalités. C'est le 17 juillet, ne vous inquiétez pas, cela arrive. Demain, le Premier ministre aura l'occasion, au moment où nous allons commencer le débat d'orientation des finances publiques, puisque nous serons auditionnés par les commissions,
de préciser à partir de quel calendrier cette suppression progressive pour 80% des foyers, la taxe d'habitation se fera, et elle se fera sur 3 ans. Je me permets de souligner, monsieur le sénateur, si vous me permettez, que ce n'est pas 10 milliards que cela va coûter, c'est à peu près 8,5 milliards d'euros. Et bien sûr, l'État va intervenir notamment sur la revalorisation des valeurs locatives. Je voudrais leur souligner que si c'était si simple, depuis un certain nombre d'années, depuis les années 70, sans doute on aurait fait ces valeurs locatives nouvelles. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec effectivement le renouveau de la fiscalité locale. La parole est maintenant à monsieur Philippe Esnol. Pour le groupe du Merci, Monsieur le Président. Démocratique et social Ma question européen. s'adresse également à Monsieur le Premier ministre et porte également sur l'exonération de taxes d'habitation. Preuve s'il en est que la question d'actualité et surtout que nous sommes nombreux à être interpellés par des élus inquiets. Votre déclaration de politique générale mardi dernier avait, je le sais, réjoui un certain nombre d'entre nous et plus encore les élus locaux en ce qu'elle laissait penser, s'agissant de la réforme de la taxe d'habitation, que votre intention était de prendre le temps de mener à bien une véritable concertation. Une telle concertation est en effet attendue par les élus, attachés à la libre administration des collectivités et à son corollaire, leur autonomie financière. Elle s'avère par ailleurs indispensable pour trouver à terme des recettes pérennes pour les collectivités, plus que des compensations qui, les expériences passées l'ont prouvé malheureusement, n'ont jamais vocation à durer. Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, avait même eu l'occasion dans la foulée de préciser en réponse à une question de mon collègue Bernard Delcros que les maires pouvaient être assurés dans la mesure où vous saviez tous deux par expérience que la taxe d'habitation constituait une recette majeure des collectivités locales. Je me permets d'approuver et d'indiquer que dans le département des Yvelines, elle représente effectivement pour au moins une vingtaine de communes, dont Conflans-Sainte-Honorine, que je connais bien pour en avoir été maire pendant près de 15 ans, entre 30 et 50% de leur budget. Ainsi, même si cet impôt est injuste pour les contribuables comme pour les territoires, en raison des valeurs locatives cadastrales obsolètes et des inégalités de richesse entre communes, et qu'il est par conséquent souhaitable de le réformer, notre devoir est de veiller à ce que ce ne soit pas fait au détriment des collectivités. Je rappelle que celles-ci ont en outre déjà largement pris leur part au redressement des comptes publics ces dernières années. C'est pourquoi, alors qu'il a été réaffirmé hier la mise en œuvre dès 2018 de votre engagement d'exonérer 80% des ménages de la taxe d'habitation, je souhaiterais savoir, Monsieur le Premier ministre, d'une part, quelles sont les mesures de compensation envisagées permettant de tenir votre engagement de prévisibilité et de donner aux communes des garanties de l'État à long terme, et d'autre part, comment comptez-vous associer les premiers concernés, à savoir les élus locaux qui s'interrogent dans pareilles conditions quant à leur capacité à financer nos services publics de proximité, essentiels et plébiscités par les Français, tout en maintenant l'équilibre de leur budget. Il était prévu d'ouvrir ce qui n'était hier encore qu'un chantier lors de la conférence des territoires programmée lundi. Pouvez-vous aujourd'hui nous en préciser les modalités? Merci. Pour vous répondre, la parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action des Comptes publics. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, vous avez raison de dire que cette fiscalité locale, et particulièrement la taxe d'habitation, est injuste. Injuste, vous l'avez dit, parce que les communes ne sont pas toutes devant les mêmes règles. L'AMF précise que c'est à peu près 35% la recette de la taxe d'habitation dans le budget d'une commune. Dans d'autres communes, c'est parfois entre 10 et 15. Celle que j'ai eu l'honneur de présider, c'était 16%. Et dans d'autres, c'est entre 45 et 50. Donc il y a une injustice entre les communes rurales ou les communes dites plus pauvres et les communes urbaines ou les communes plus riches. La deuxième des choses, c'est injuste effectivement pour les citoyens. Parce que malheureusement, l'avocat profession libérale qui gagne très correctement sa vie peut parfois payer moins cher que le salarié dans un logement social. Et effectivement, du point de vue de justice devant l'impôt et devant cette taxe, il y a sans doute à recalculer en termes de pouvoir d'achat. Et puis enfin, on l'a dit dans la question précédente, mais je voudrais le répéter, depuis les années 70, les valeurs locatives sont désuètes et créent désormais des différences extrêmement fortes. La question que vous posez, monsieur le sénateur, c'est finalement la question pour les communes, partant du principe que cet impôt, effectivement, connaît l'iniquité, garderont-elles une autonomie fiscale? Garderont-elles les moyens de pouvoir répondre aux services publics demandés par leurs concitoyens? La réponse est oui et doublement oui. Le 17 juillet prochain, le Premier ministre va lancer cette conférence nationale des territoires et il a bien voulu me confier le soin de gérer ce pacte financier, bien sûr en lien avec Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, et Monsieur Mézard, le ministre de la Cohésion des Territoires, pour que nous puissions trouver ensemble les moyens à la fois de régler ce problème d'injustice pour les citoyens comme pour les communes et régler effectivement pour les collectivités le problème de leurs ressources et de leur autonomie fiscale. Merci Monsieur le ministre. La parole est à
Madame Delphine Bataille pour le groupe La République En Marche. Vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Transition écologique, l'Europe est en passe d'atteindre ses objectifs pour 2020 en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, l'efficacité énergétique et la production d'énergie de sources renouvelables. Telle est la conclusion rassurante du dernier rapport publié par la Commission européenne. Ce constat encourageant ne doit pourtant pas masquer les difficultés rencontrées dans l'adaptation du système énergétique européen à la lutte contre le changement climatique. Malgré les objectifs ambitieux de la loi relative à la transition énergétique, la France atteindra difficilement sa cible de 23% d'énergie renouvelable en 2020. Quant à l'Allemagne, non seulement elle ne parviendra probablement pas à réduire d'ici là, comme annoncé, ses émissions de CO2 de 40%, mais le gouvernement a récemment repoussé à 2040 la sortie du charbon. Dans ce contexte, il est important d'accélérer et d'encourager l'innovation pour une riposte mondiale à long terme face au changement climatique. Selon l'objectif de la loi visant à ramener à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité à l'horizon 2025, vous avez annoncé hier vouloir fermer jusqu'à 17 réacteurs. Toutefois, un important programme de rénovation du parc nucléaire français doit permettre d'allonger la durée de vie des centrales et générer aussi des retombées importantes pour nos entreprises. Monsieur le ministre, quelle est votre vision du mix énergétique dans la lutte contre le réchauffement climatique? Allez-vous préserver la complémentarité des énergies de base, nucléaire et hydrocarbures, qui satisfont encore la majorité de la consommation d'énergie d'une part, et des énergies renouvelables d'autre part? Il faudra aussi trouver un équilibre entre innovation et précaution, éviter tout attentisme pour moderniser l'économie et prendre la direction de la lutte contre le réchauffement climatique. Comment, Monsieur le Ministre, comptez-vous contribuer à cet objectif et valoriser ainsi la connaissance scientifique? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Monsieur Nicolas Hulot. Vous avez la parole, monsieur. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Bataille, d'abord je vous rassure, rien ne se fera dans la brutalité et encore moins d'une manière dogmatique. Sur le nucléaire, ce dont nous avons besoin tout d'abord, c'est d'un débat serein et j'ai souhaité hier que nous ouvrions ce débat. Ça doit être un débat cohérent, transparent, mais qui ne dissimule rien sur la complexité que vous venez d'évoquer. On a un cadre, un seul cadre. Ce cadre, c'est celui de la programmation pluriannuelle sur l'énergie qui permet justement la concertation de tous les acteurs. Et j'ai personnellement lancé les travaux à la fin du mois de juin dernier et ils aboutiront fin 2018. Ce cadre, évidemment, il doit être cohérent avec l'horizon qui a été fixé et que vous venez de rappeler par la loi de la transition énergétique et qui, vous l'ai dit, est particulièrement ambitieuse. Croyez-moi, j'en ai bien conscience. Et dans cette loi, entre autres objectifs, il est fixé au moment où nous parlons, et cette loi, ce n'est pas personnellement nous qui l'avons votée, mais en tout cas, nous l'avons reçue en héritage, il y a la réduction de la part du nucléaire à 50% dans la production d'électricité à l'horizon de 2025. Le souhait du gouvernement, c'est d'éviter de se retrouver dans des impasses où nous perdons justement collectivement notre liberté de choix parce qu'on est mis devant le fait accompli. Et c'est ce qui arrive trop souvent. Alors pour respecter nos objectifs, il faut qu'on mette tous les scénarios sur la table pour éclairer la décision. Il y a deux critères fondamentaux qui doivent éclairer ces choix. Le premier, c'est l'exigence absolue de sûreté qui doit être garantie par l'indépendance et la transparence de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. Le second, c'est le potentiel de toutes les énergies, ce que nous pouvons faire pour accélérer le développement des énergies renouvelables et retrouver notre souveraineté de choix en matière d'énergie. Enfin, la programmation pluriannuelle de l'énergie se fera dans un dialogue renforcé avec tous les acteurs, syndicats, industriels, associations, mais les Français ont aussi leur mot à dire. Enfin, cette transition, elle doit laisser personne de côté. C'est pour ça que nous proposerons des contrats de transition aux salariés, mais aussi territoire par territoire, qui seront concernés par cette transition. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre d'État. La parole est maintenant à Madame Cécile Cukierman.
pour le groupe communiste, républicain et citoyen pour 2 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, première recette fiscale des communes, premier échelon de la démocratie vivante, la taxe d'habitation va connaître à partir de 2018 une réduction sensible du nombre de ses redevables jusqu'à la transformer à 80% en dotation d'État. Impôt certes injuste, dont les valeurs de référence commençaient justement à peine d'être révisées en allégeant notamment la fiscalité pesant sur les logements locatifs sociaux. La taxe d'habitation va donc être réformée. Nul doute que les contribuables qui ne la paieront plus du tout seront dans un premier temps satisfaits. Mais il est clair, vu les autres mesures annoncées, qu'il s'agit là de faire passer la pilule amère de la hausse de la CSG, celle de l'absence de coup de pouce pour le SMIC, en attendant la hausse des taxes sur l'essence, le tabac et le maintien d'une TVA à 21,2. Cette annonce masque également et surtout l'indécence de l'exonération de l'ISF pour les fortunes mobilières. D'un côté, 3 milliards d'euros à partager entre 28 millions de redevables, c'est la taxe d'habitation. De l'autre, 3 à 4 à partager entre 330 000 contribuables, c'est votre décision sur l'ISF. Ma question, Monsieur le Ministre, est claire. Comment allez-vous assurer aux collectivités locales, et notamment aux communes dont elles conditionnent l'autonomie financière, les ressources que cette réforme risque de leur faire perdre? Ne serait-il pas préférable de prolonger et renforcer les actuels abattements et dégrèvements applicables à la taxe d'habitation aux fins de limiter les forces fiscales des redevables? Pour répondre, la parole est au ministre de l'Action et des Comptes publics, Monsieur Darmanin. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, vous avez raison, parfois les contribuables font un grand effort fiscal. Si je prends l'exemple de votre commune, on est à 13,67% de taxe d'habitation, quand dans votre département en moyenne on est à 9%. Et si je prends l'exemple d'une ville gérée par votre famille politique, par exemple Aubervilliers, on est à plus de 7% rien que pour l'année dernière. Effectivement, tous les contribuables ne sont pas égaux devant l'utilisation de l'argent public et devant l'utilisation de fixation des taux. Je voudrais vous dire, Madame la sénatrice, comme je l'ai évoqué à vos collègues, que nous sommes aujourd'hui en concertation avec ces élus locaux, puisque le 17 juillet, ici même, au Sénat, je pense que c'est Monsieur le Premier ministre, un signe de grand respect vis-à-vis des sénatrices et des sénateurs, que la conférence nationale des territoires se tiendra. Et nous pourrons avoir ensemble un travail qui consiste à lier l'autonomie fiscale mais aussi la responsabilité des élus devant l'impôt et devant l'impôt qu'ils lèvent, le service public et la réforme territoriale. Vous voyez, Madame la sénatrice, je crois qu'on ne peut pas continuer à augmenter ces exonérations sans parler effectivement de la revalorisation des valeurs locatives, ni de la façon dont les communes rurales ou les communes pauvres, malheureusement, n'ont pas la recette fiscale que d'autres communes, avec des ménages plus aisés, peuvent leur apporter et donc offrir un meilleur service à des populations qui peut-être ont un peu moins de besoin du service public. Madame Cukierman. Oui, ce que vous dites tout de même, Monsieur le Ministre, c'est qu'il faudra apporter des réponses urgentes parce que les milliards d'euros d'impôts local en moins, il faudra trouver un financement solide et pérenne. Les économies budgétaires ne suffiront pas et nous savons tous que la compensation ne sera pas intégrale au grave âme des élus locaux des villes et des campagnes qui ne sont toujours pas invités à participer lundi à cette grande conférence nationale des territoires. Donc ne nous donnez pas des leçons de consultation, nous subissons aujourd'hui les choix politiques que vous nous imposez. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Jacques Lozach pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, vous avez assuré publiquement le 6 juillet dernier qu'une solution n'était pas loin concernant le dossier de reprise de l'équipementier automobile creusois GMS Industrie, actuellement en liquidation judiciaire, avec poursuite de l'activité jusqu'au 19 juillet prochain. Lors d'un communiqué en date du 21 mai, vous sembliez déjà confiant dans les propositions faites par les deux donneurs d'ordre, PSA et Renault, concernant l'augmentation du volume des commandes. Or, la confirmation précise et assurée de ces engagements se fait toujours attendre. La disparition de cette société représenterait un choc économique et social dramatique pour la Souterraine, cité de 5000 habitants, et affecterait fortement tout un bassin de vie à cheval sur 3 départements.
Je souhaite que votre optimisme enthousiaste se concrétise afin d'en finir avec une histoire récente douloureuse, marquée par 3 redressements judiciaires en moins de 8 ans et de nombreux engagements non tenus, d'où l'épuisement des salariés et des réactions virulentes, traduction de leur colère et de leur désespoir. Cette stratégie de rapport de force a permis de mettre à l'ordre du jour des discussions des points essentiels. À quel stade en sont ces discussions ? Aujourd'hui même, une rencontre qualifiée par beaucoup de réunion de la dernière chance, réunion à laquelle d'ailleurs les 2 sénateurs du département n'ont pas été conviés, cette réunion se tient à Bercy. Nous ne pourrons nous satisfaire d'une demi-solution génératrice à moyen terme de nouvelles exaspérations. Enfin, je veux saluer ici la mobilisation de la région Nouvelle-Aquitaine dans ce dossier très difficile, pour notamment le soutien à toute forme de diversification, mais également l'implication de l'État au cours de ces derniers mois, financement de l'activité partielle, CICE, non-exigibilité de la dette sociale et fiscale. Ces efforts, accompagnés par les élus et la population locale, ne sauraient rester vains. La qualité du savoir-faire de cette entreprise étant reconnue de tout le secteur automobile. Monsieur le ministre, que fait l'État pour contribuer à un avenir crédible et pérenne pour ce site industriel? Quelle sortie de crise attend ces 277 salariés, leurs familles et leur territoire? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement, Monsieur Christophe Castaner. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jean-Jacques Lorzac, vous l'avez dit, il s'agit du 3e plan de redressement judiciaire et la colère des salariés est parfaitement légitime. Notre objectif collectif, celui du gouvernement évidemment, mais aussi celui des collectivités locales, c'est la reprise pérenne pour le site. Et il ne s'agit pas d'optimisme, il ne s'agit pas d'enthousiasme, je reprends vos mots, mais il s'agit de volontarisme. Ce volontarisme est absolument indispensable et c'est sur quoi chacun est mobilisé. Et à l'heure où je vous parle, et c'est pour ça que je représente le ministre Bruno Le Maire ou le secrétaire d'État Benjamin Griveaux, ils sont autour de la table à Bercy avec l'ensemble des représentants et des acteurs de ce dossier. Évidemment, les représentants des salariés, la CGT-FO, évidemment, les clients, Renault et PSA, le repreneur, GMD, et les collectivités et les élus à travers les représentants des collectivités, vous l'avez souligné. Et donc, il n'est pas nécessaire de rappeler la mobilisation de tous les acteurs et la mobilisation du gouvernement pour trouver, dans un esprit de dialogue constructif, à l'issue la plus favorable possible, et nous savons qu'elle ne pourra pas concerner l'ensemble des salariés, les solutions qui permettent de sortir de cette situation. Il faut d'ailleurs saluer l'esprit de responsabilité des salariés et de leurs représentants pour contribuer à la recherche d'une meilleure solution, même si il y a eu des moments de colère, il est nécessaire aussi de savoir raison garder. Ils ont su faire cette démonstration. C'est ainsi que nous trouverons les solutions pour la souterraine et pour le territoire. Vous l'avez dit, un territoire d'une commune de 5 000 habitants dans lequel ce sinistre industriel serait effectivement une catastrophe. Et donc c'est l'objet de toute la mobilisation de cette réunion. Travailler sur des engagements concrets des constructeurs en volume et en chiffre d'affaires. Nous avons déjà obtenu un renfort important de ces engagements à hauteur de 22 millions pour les 2 principaux clients, Peugeot et Renault. Il faut aussi obtenir des engagements d'investissement sur le site par le repreneur. Autant de sujets sur lesquels nous devons travailler et travailler aussi sur le nombre d'emplois que nous devons convenir. Et pour ce qui sera demain de la dépollution du site, mais aussi de l'accompagnement des salariés qui ne seraient pas retenus dans cette offre, nous devons mobiliser tous les moyens en matière d'accompagnement et de formation professionnelle pour faire en sorte que ce site demain retrouve de l'espérance. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Jean-Pierre Grand pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Premier ministre. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Mercredi dernier, au moment où vous exprimiez ici au Sénat, à Montpellier, un conseil de métropole extraordinaire était convoqué. Son ordre du jour martial comprenait la destitution puis le remplacement de 7 vice-présidents. Ces vice-présidents, 6 maires et un premier adjoint, il y en avait un qui avait démissionné pour ne pas être exécuté, de toutes les sensibilités politiques, représentent les principales villes de notre intercommunalité. Ces élus de qualité, d'expérience, ont été démis de leurs fonctions au seul motif, Monsieur le Premier ministre, au seul motif qu'ils ont refusé de s'inscrire au groupe En Marche constitué par le président de notre métropole. Cette condition était préalable au maintien de tous les vice-présidents et au choix des remplaçants de ceux qui refusaient. La population, les élus, découvrent horrifiés ces méthodes politiques de notre temps
et un doute perceptible s'installe sur le nouveau parti politique En Marche. Ces interrogations se renforcent dès lors que le président de la métropole affirme publiquement et à tout propos l'encouragement et le soutien du chef de l'État. Mes convictions gaullistes, ma conception de l'intercommunalité et de l'intercommunalité où nous représentons nos villes et non un parti politique font que je n'accepterai jamais cette remise en cause cynique de la démocratie locale et de l'esprit des lois de décentralisation. Je veux croire qu'il ne s'agit là que d'un cas isolé de la dérive d'un seul homme et de l'usurpation d'un soutien inconditionnel des responsables de l'État. La confiance dans la vie politique dont nous débattons actuellement au Sénat impose aux élus le respect de la probité et de la démocratie, pas l'un sans l'autre. Ces règles s'appliquent sur tout le territoire et dans toutes les institutions gérées par les élus. Cette affaire est suffisamment grave, Monsieur le Premier ministre, pour que le gouvernement rassure le Sénat sur sa volonté de faire respecter partout les valeurs de la République. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame Jacqueline Gouraud, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Merci. Qui est sûrement ravi de répondre à cette question. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, cher Jean-Pierre Grand. Le Conseil de Montpellier Méditerranée Métropole s'est en effet réuni le 5 juillet dernier et à l'issue de ces délibérations, comme vous l'avez rappelé, l'exécutif de la métropole a été partiellement renouvelé. Comme vous le savez, le Code général des collectivités territoriales fixe un certain nombre de règles entourant la délégation de fonctions par le président à des vice-présidents au sein des métropoles. Le Code et la jurisprudence encadrent également les conditions dans lesquelles ces délégations peuvent être retirées et les circonstances dans lesquelles le Conseil communautaire est appelé à en connaître. Au-delà des dispositions législatives et réglementaires, la composition des exécutifs s'efforce en règle générale de refléter la pluralité des communes membres, gage d'un fonctionnement harmonieux des métropoles, auquel le gouvernement ne peut être qu'attaché, je dirais, à Montpellier comme ailleurs. Cependant, il n'appartient pas au gouvernement de se prononcer en opportunité, s'agissant du respect des équilibres qui relèvent de l'appréciation de chaque collectivité, qu'elle soit de droit commun, comme la métropole de Montpellier, ou à statut particulier. Vous le savez, et ici je pense qu'on ne peut pas me démentir, que la libre administration des collectivités territoriales est un principe consacré par la Constitution en son article 72, alinéa 3. Je sais combien, ici, dans la Haute Assemblée, on veille, dans toutes les circonstances, au respect strict de ce principe constitutionnel. Il n'appartient donc pas au gouvernement de se prononcer sur cette modification, ni sur sa régularité juridique, ce qui relève bien sûr du contrôle de légalité, voire le cas échéant, chers collègues, chers sénateurs, de la compétence de juge administratif. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Brigitte Micouleau pour le groupe Les Républicains et pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Depuis le 1er juillet et l'inauguration de 2 lignes à grande vitesse, Rennes n'est plus qu'à 1h25 de Paris, Bordeaux à 2h04. Mais lors des festivités en gare de Bordeaux, les silences et les déclarations ambiguës des membres du gouvernement concernant le prolongement de la LGV jusqu'à Toulouse ont jeté un trouble, pour ne pas dire un froid. Monsieur le Premier ministre, alors qu'en mars 2015, la commission d'enquête avait émis un avis négatif pour les LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, 6 mois plus tard, le gouvernement de l'époque s'était engagé à poursuivre ce projet. De fait, le 5 juin 2016 était signé le décret déclarant d'utilité publique la réalisation de ces 2 LGV. Le 28 juin dernier, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé l'annulation de la DUP des aménagements ferroviaires du sud de Bordeaux en s'appuyant pour l'essentiel sur l'absence de solidité financière.
Or, vous le savez, un comité de financeurs auquel participent toutes les collectivités locales de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie concernées par le projet a été lancé il y a un an pour répondre à cet enjeu. Un cabinet indépendant mandaté par ces collectivités fera d'ailleurs prochainement des propositions innovantes, réalistes et concrètes de financement. Tant et si bien que le seul motif d'annulation de cette DUP ne devrait plus avoir de raison d'être. Monsieur le Premier ministre, comment peut-on imaginer que la région Occitanie et la métropole toulousaine, première métropole de France en termes de croissance démographique et économique, ne soient pas intégrées au réseau ferroviaire à grande vitesse? Lors de la campagne présidentielle, M. Emmanuel Macron avait d'ailleurs réaffirmé son complet soutien à la LGV Bordeaux-Toulouse. Aussi, je vous demande, Monsieur le Premier ministre, de bien vouloir me confirmer aujourd'hui la volonté de l'État de poursuivre la réalisation de ces 2 LGV. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre chargée des Transports, Madame Borne. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Micouleau, tout d'abord, je voudrais vous rassurer et lever toute ambiguïté. L'État et SNCF Réseau vont faire appel de l'annulation par le tribunal administratif de la déclaration d'utilité publique, l'une des 3 déclarations d'utilité publique nécessaires pour la réalisation de ce projet. Depuis le 1er juillet dernier, Bordeaux n'est plus qu'à 2 heures de Paris et Toulouse à 4h10, mais je mesure les attentes des Toulousaines et des Toulousains. Néanmoins, la branche Bordeaux-Toulouse nécessite de mobiliser encore 6 milliards d'euros. Or, personne ne peut plus ignorer l'impasse dans laquelle l'addition des engagements pris au cas par cas nous a placés. Il manque aujourd'hui 10 milliards d'euros pour assurer la pérennité de nos réseaux et honorer les engagements pris par les précédents gouvernements, dont 7 milliards pour les seules nouvelles infrastructures. C'est dans ce contexte que le Président de la République a, dans son discours de Rennes, annoncé une pause. Cette pause doit permettre de définir le chemin par lequel nous allons répondre au mieux aux besoins de transport des habitants de la région et de rechercher une trajectoire soutenable en termes de financement de ce projet. Ce chemin sera à tracer dans un dialogue constructif avec l'ensemble des acteurs concernés par cet ambitieux projet, les citoyens, les élus, les associations, les entreprises. Je sors d'une réunion avec le président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et je rencontrerai dans les tout prochains jours la présidente du Conseil régional d'Occitanie pour échanger sur ce projet. Je ne doute pas que nous arrivions ensemble à trouver des solutions soutenables sur ces projets. Merci. La parole est à Madame Catherine Génisson pour le groupe socialiste et républicain et pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et je veux associer mes collègues du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Oise et particulièrement Laurence Rossignol, Dominique Bailly, Jean-Claude Leroy et Christian Manable. La question de Madame la ministre des Transports à la question relative au calendrier de la réalisation du projet du canal Seine-Nord posée par notre collègue Jean-François Rapin a véritablement jeté un pavé dans le canal Seine-Nord. Nous entendons la réponse de Madame la ministre concernant l'attente d'une loi de programmation quinquennale, mais celle-ci ne peut concerner le canal Seine-Nord, projet structurant pour notre région Hauts-de-France, pour notre territoire national, pour le territoire Nord-Europe. Le projet canal Seine-Nord connaît une relance en 2007-2008 lors du Grenelle environnement. Un rapport commandé en 2012 en évalue les problématiques écologiques et de financement. En avril 2013, une mission présidée par le député maire Rémi Pauvros reconfigure le projet, y compris sur son aspect budgétaire. En 2015, l'Union européenne annonce une contribution à la hauteur de 42%, soit 1,8 milliard d'euros. Les acteurs institutionnels, tout engagement partisan confondu, se sont engagés budgétairement pour un démarrage des travaux fin 2007. Un accord a été conclu entre l'État, la région Île-de-France, les Hauts-de-France, ainsi qu'avec notamment les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Oise. Le ministre de l'Action et des Comptes publics, M. Gérald Darmanin, alors premier vice-président du Conseil régional Hauts-de-France, délégué aux transports et aux infrastructures de transport, plaidait également pour un démarrage rapide des travaux.
Enfin, en mars 2007, le président de la République, alors candidat, déclarait « Je confirme les 3 grands projets structurants en cours dont les déclarations d'intérêt public sont en train d'être obtenues, c'est-à-dire le Bordeaux-Toulouse, le Lyon-Turin et le canal Seine Nord, qui sont 3 gros travaux d'infrastructure. Pour des raisons économiques, sociales et environnementales, la réalisation de ce projet ne peut plus attendre. Monsieur le Premier ministre, le gouvernement doit passer à l'action. » Pour vous répondre, la parole est au ministre chargé des Transports. Madame Borne, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Génisson, je mesure pleinement les interrogations que suscite la pause annoncée par le Président de la République chez les élus et les collectivités de votre région. Je sais leur attachement à ce projet et les attentes qu'il a fait naître. Votre question, Madame la sénatrice, en témoigne et me donne l'occasion de préciser à nouveau la démarche engagée par le gouvernement. Comme j'ai eu l'occasion de l'indiquer devant votre Haute Assemblée, des engagements ont été pris sans vision d'ensemble, qui représentent une impasse de 10 milliards d'euros sur le quinquennat. Il n'est plus possible de promettre de manière irresponsable des projets pour lesquels l'État ne dispose pas aujourd'hui des ressources nécessaires. Les assises de la mobilité seront lancées à l'automne et permettront d'associer l'ensemble des acteurs concernés, citoyens, collectivités, associations et entreprises. Il s'agira de conduire un travail d'identification des besoins de chaque territoire. Il s'agira également de réfléchir aux ressources qui peuvent être mobilisées. Il s'agira enfin de disposer d'une vision d'ensemble pour répondre à un impératif, celui d'adapter les besoins et les ressources. Cette approche ne peut être que partagée par le Sénat si j'en crois les nombreux rapports publiés depuis quelques mois par vos commissions. Nous serons à l'écoute des collectivités et des élus tout au long du processus. Le Sénat y sera naturellement pleinement associé dès le lancement des assises et jusqu'à la présentation de la loi de programmation qui nous permettra de trouver ensemble des réponses concrètes aux besoins de mobilité de nos territoires, soutenables financièrement. Bien. Nous en avons terminé avec les questions d'actualité. Les prochaines questions auront lieu, écoutez-moi, le jeudi 20 juillet 2017 à 15 h et seront retransmises donc sur France 3 et Public Sénat. Voilà pour cette séance de questions d'actualité au gouvernement que vous avez pu suivre en direct sur notre antenne. Beaucoup de questions concernant la suppression de la taxe d'habitation. On va d'ailleurs tout de suite retrouver Saveria Rojek pour le compte-rendu de cette séance et notamment les temps forts qui vous ont marqué, Saveria, cet après-midi. Eh bien tout d'abord, Delphine, plusieurs questions, vous l'avez dit, notamment sur la taxe d'habitation. Comment assurer aux collectivités locales les ressources que cette réforme va leur faire perdre, a martelé Cécile Cukierman. La compensation ne sera pas intégrale, a affirmé la sénatrice communiste, malgré les explications de Gérald Darmanin. Autre sujet, le plan climat et le mix énergétique et l'équilibre entre innovation et précaution. Nicolas Hulot, qui a d'abord rappelé les grandes lignes de son plan climat dévoilé la semaine dernière. Le ministre qui a également martelé la transition énergétique ne laissera personne de côté. Autre sujet, l'écotaxe. Pas question de parler d'un retour de la taxe poids lourd, a affirmé Elisabeth Borne, la ministre des Transports, qui pourtant l'avait évoqué dans une interview la semaine dernière. Et puis enfin, Delphine, la libération de Mossoul, avec une question de Jeannie Lorjou. La reconquête ne sera pas seulement militaire, elle sera politique et économique, et la France y prendra toute sa part au sein de la coalition, a répondu Florence Parly, la ministre des Armées. Voilà pour cette séance de questions d'actualité. Merci beaucoup, Saveria, pour toutes ces précisions. Alors, cette réforme de la taxe d'habitation, on vient de l'entendre, a été beaucoup mentionnée cet après-midi. On va d'ailleurs retrouver Michael Zamès avec le ministre de l'Action publique et des Comptes publics, Gérald Darmanin. Il est à votre micro. Oui, Gérald Darmanin qui a dû répondre à de nombreuses questions collectivités locales sur le 17 juillet, cette conférence territoriale.
avec de nombreuses questions sur la fiscalité. Est-ce que vous allez pouvoir répondre aux sénateurs et aux inquiétudes des sénateurs ? Oui, je le pense. D'ailleurs, c'est normal que les sénateurs, comme les élus locaux, se posent des questions sur cette nouveauté fiscale qui permet de redonner du pouvoir d'achat à nos citoyens en supprimant pour 80% d'entre eux la taxe d'habitation. Parce que cette taxe d'habitation, elle est injuste. Elle est injuste géographiquement entre les communes. Elle est injuste aussi socialement parce qu'on peut très bien être dans un logement social, être secrétaire médical et payer autant qu'un chef d'entreprise. Et elle est surtout injuste parce que depuis les années 70, les valeurs locatives, elles n'ont pas été revues. Voilà. Donc nous allons au Sénat le 17 juillet prochain, sous l'autorité du Premier ministre, lancer cette négociation avec les collectivités locales. Gérald Darmanin, vous affirmez ce matin dans Le Parisien avoir obtenu 4,5 milliards d'économies à travers tous les ministères. Est-ce qu'il y a eu, selon vous, un revirement de la part du gouvernement sur cette question en quelques jours? Non, en 2017, il n'y a pas de revirement, puisque nous avons dit qu'au lendemain du rapport de la Cour des comptes, tout à fait accablant pour les finances publiques, qu'il nous fallait obtenir entre 4 et 5 milliards d'euros d'économies sur le budget de l'État, sans augmentation d'impôts pour les Français. Nous n'avons pas touché la fiscalité des Français pour combler ce trou, pour que nous puissions être dans les règles du déficit. Voilà, donc ensuite, il y a la question de la fiscalité, et je crois que M. le Premier ministre, demain et après-demain, aura l'occasion de préciser le calendrier fiscal. Donc il faut encore attendre, alors que vous avez annoncé ce matin des économies. Alors, les économies, c'est dans l'année 2017, et je crois que les annonces du Premier ministre, c'est pour l'année 2018. On attendra demain. Ce sera demain, donc on attendra le fléchage, si on peut appeler ça comme ça. Demain, il y a le débat d'orientation des finances publiques et le Premier ministre aura l'occasion de préciser le budget, la fiscalité pour 2018. Merci beaucoup, Gérald Darmanin, d'avoir répondu à nos questions. On attend d'autres réactions dans un instant. Merci beaucoup, Mickaël. Et je vous propose de réécouter Édouard Philippe, le Premier ministre, qui s'est également exprimé à son arrivée au Sénat sur cette question de la réforme de la fiscalité. On l'écoute. Ce que nous constatons, c'est que nous trouvons une situation budgétaire dégradée et que nous assumons nos responsabilités en n'augmentant pas les impôts en 2017 pour arriver à un équilibre à 3%, pour respecter la règle des 3%, et que nous allons comprimer les dépenses pour atteindre cet objectif. 4,5 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent. C'est 1,5% du budget. Ça veut dire que nous allons baisser d'1,5% du budget tel qu'il a été voté en 2016. L'exécution de ce budget, c'est un effort, c'est incontestable. C'est un effort dont nous pensons qu'il est réaliste, qu'il est utile, et qu'il permettra de franchir le cap de l'année 2017 et de préparer 2018 avec une préparation et un équilibre budgétaire qui sera présenté aux parlementaires en temps et en heure. Voilà pour la réaction d'Édouard Philippe que vous avez pu suivre sur notre antenne. On le disait avec Saveria Rojek, il y a eu beaucoup de questions sur la suppression de la taxe d'habitation. Je vous propose d'écouter la réponse du ministre de l'Action publique Gérald Darmanin. C'était tout à l'heure dans l'hémicycle. Le Premier ministre a souligné que c'est lors de la conférence des territoires qu'il y aura avec les élus locaux, avec les régions, les départements, les communes, cette discussion sur évidemment à l'euro, ces exonérations, ces dégrèvements pour les communes, pour les intercommunalités. C'est le 17 juillet, ne vous inquiétez pas, cela arrive. Demain, le Premier ministre aura l'occasion, au moment où nous allons commencer le débat d'orientation des finances publiques, puisque nous serons auditionnés par les commissions, de préciser à partir de quel calendrier cette suppression progressive pour 80% des foyers, la taxe d'habitation se fera, et elle se fera sur 3 ans. Je me permets de souligner, monsieur le sénateur, si vous me permettez, que ce n'est pas 10 milliards que cela va coûter, c'est à peu près 8,5 milliards d'euros. Et bien sûr, l'État va intervenir notamment sur la revalorisation des valeurs locatives. Je voudrais leur souligner que si c'était si simple, depuis un certain nombre d'années, depuis les années 70, sans doute on aurait fait ces valeurs locatives nouvelles. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec effectivement le renouveau de la fiscalité locale. Et on continue notre multiplex avec Mickaël Zamès à vos côtés, le sénateur socialiste de Paris, David Assouline, alors qu'on vient d'apprendre que Paris et Los Angeles étaient assurés d'obtenir les Jeux en 2024 et en 2028. Oui, une bonne nouvelle, David Assouline. On est presque sûr et certain maintenant d'avoir les JO, que ce soit 2024 ou 2028. Oui, on va attendre le vote de septembre pour la date, parce que nous étions candidats pour 2024, symboliquement, un siècle après de Coubertin et les dernières organisations. C'est très important. Tout ce qui a été monté sur le plan technique, financier, est basé sur cette éventualité. Mais on peut que créer déjà un petit pipi pourra. Il faudra attendre septembre et rester humble. Voilà. Les questions qui se posent aujourd'hui, c'est aussi sur un aspect peut-être de la fiscalité sur Paris et pour la France.
Qu'est-ce que ça pourrait nous apporter, sachant qu'aujourd'hui, par exemple, la France doit faire des économies, qu'on est dans une période de croissance quand même qui n'est pas extraordinaire. Est-ce que c'est un plus ou est-ce que ça peut être dangereux les JO? Non, pour moi c'est nettement un plus, c'est 10 milliards d'investissements. Donc c'est de l'emploi, c'est des infrastructures qui vont en plus être recyclées en logement, etc. pour la suite. Donc c'est pas de jeter en l'air pour un moment. C'est une attractivité de Paris à tous les niveaux, sur le plan du tourisme, sur le plan d'un moment mondial où on montre tout ce que l'on sait faire. Et on sait d'ailleurs que ces derniers mois, nous avons battu tous les records d'attractivité en termes de tourisme à Paris et c'est le prolongement. Donc la façon dont a été conçue la candidature, mettant en valeur son patrimoine, son histoire, la Tour Eiffel, le Louvre, etc., c'est pour être à ce moment où d'ailleurs il y a le Brexit, Londres, Madeleine, etc., une force d'attraction et un gros moment de fête populaire. J'aurais une dernière question qui est peut-être plus politique. Cette victoire aujourd'hui, presque une victoire, c'est celle de Anne Hidalgo ou d'Emmanuel Macron? C'est la victoire du mouvement sportif qui a été mis en avant dans ce moment, en tirant aussi... La question est plus politique. Oui, mais j'y viens. Mais je vous réponds sur le fond. Tony Estanguet a joué un rôle fantastique, tout le monde le sait. Vous savez que cette candidature, dans sa construction, dans l'investissement de la ville, à travers Anne Hidalgo, qui a été aussi un globe-trotter, ça fait 2 ans qu'elle sillonne la planète. Je me demande comment elle fait d'ailleurs pour récupérer et être toujours là aux commandes à Paris sur tous les sujets de vie quotidienne. Et puis là, Emmanuel Macron vient d'être élu et... par son soutien, le soutien de l'État, le soutien de ce qu'il peut aussi incarner comme jeunesse, on va dire, du monde politique, est forcément un atout. Et je constate qu'ils ont fait très belle équipe à Lausanne aujourd'hui, et ça doit continuer comme ça pour l'intérêt de la France et de Paris. Merci beaucoup, David Assouline, d'avoir répondu à nos questions sur cette actualité qui vient d'arriver. Paris aura soit les JO en 2024, soit en 2028. Merci beaucoup, Mickaël. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Dominique Estrosi Sassone, bonsoir, sénatrice Les Républicains des Alpes-Maritimes. On a vu lors de cette séance de questions d'actualité beaucoup de questions qui touchent la réforme de la taxe d'habitation, beaucoup d'inquiétudes des élus locaux. Dans un premier temps, est-ce que vous êtes quand même d'accord pour réformer cette taxe souvent injuste, on l'a dit ? Oui, le président Macron a dit que la taxe d'habitation était une taxe qui était injuste, qui était aussi obsolète. Effectivement, elle souffre d'obsolescence, mais elle souffre d'obsolescence parce qu'on n'a jamais voulu, avec courage, revoir, réactualiser les valeurs locatives, les valeurs cadastrales. Cela fait 44 ans qu'elles n'ont pas été réactualisées. En plus, il y a des seuils d'imposition qui sont différents d'une commune à une autre. Et c'est pour ces raisons-là que cette taxe d'habitation, plutôt que d'être supprimée, elle mérite de faire l'objet d'une réforme structurelle. C'est une réforme courageuse que veut mettre en place Emmanuel Macron, selon vous ? Non, parce qu'il vise à la suppression de la taxe d'habitation. Il ne faut pas oublier que la taxe d'habitation génère des recettes pour les communes, pour les collectivités locales. Et d'ailleurs, on l'a vu dans les questions d'actualité, quels que soient les travées sur lesquels les sénateurs se sont exprimés pour interroger le gouvernement au sujet de la suppression de la taxe d'habitation, tous ont montré l'inquiétude des collectivités locales, des communes, des intercommunalités qui risquent de voir leurs recettes baisser sur les 3 ans, lorsque ça sera lissé sur 3 ans d'ici 2020, de 10 milliards d'euros. C'est énorme. Ça fait 36% des recettes propres des communes qui risquent d'être supprimées. Et les recettes propres, c'est quoi? C'est ce qui permet de financer les dépenses des services publics, ce qui permet de financer les crèches. Alors, donc c'est vrai que c'est une réelle inquiétude qui est portée par l'ensemble des élus locaux. On va donner la parole à Nicole Brix qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, sénatrice La République En Marche de la Seine-et-Marne, ancienne ministre. Est-ce que vous pouvez rassurer Dominique Estrosi Sassone justement sur cette compensation qui a été promise par le gouvernement justement pour maintenir un niveau d'autonomie fiscale pour les communes suffisant? Alors je ne sais pas si je vais rassurer Madame Estrosi Sassone, mais je sais en revanche que une partie de la droite, je l'appelle la droite les républicains historiques, puisqu'il y en a d'autres qui sont constructifs et plus allants avec le Premier ministre et le gouvernement. Et j'ai observé qu'elle faisait campagne assez curieusement contre un engagement qu'avait pris le président de la République et qu'il entend bien tenir. Mais... Parce qu'il y a des inquiétudes des élus locaux, le ministre Darmanin a rappelé quand même qu'il
il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Il y a déjà 12 millions de contribuables qui sont exonérés de la taxe d'habitation. Donc il s'agit d'étendre cette mesure parce que, vous le savez, vous venez de le dire, c'est un impôt injuste et mal calculé sur des bases locatives qui n'ont pas été revues depuis les années 70. Et tout à l'heure, M. Darmanin a été très clair, c'est-à-dire que cet engagement sera satisfait au fur et à mesure de l'avancée du quinquennat, en fonction évidemment des lois de finances. Et nous aurons cette discussion bien sûr au moment de la loi de finances. Mais il a annoncé quelque chose de très important. En même temps, il y aura une révision des bases locatives. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, un taux de taxe d'habitation, même si vous le diminuez ou le bougez d'un point, ça ne change pas beaucoup votre revenu. En revanche, l'élargissement des bases locatives, ça change tout. Et quand on regarde dans les collectivités locales les précédents budgets, notamment les derniers, alors que nous avions une inflation à 0, les bases locatives ont été revues au fil de l'an, à chaque budget, de manière assez large. Et là, je n'ai pas entendu les communes dire « Ah, mais on a une ressource fiscale ». Et l'autonomie des collectivités locales en matière fiscale, c'est aussi un sujet qui sera traité lors de la conférence territoriale. Ça sera lundi. On retourne. C'est très important. Rapidement, si vous voulez bien, Nicole Bricq, salle des conférences, puisque la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, est au micro de Mickaël Samès. Elle va peut-être dire un petit mot avant de retourner en séance à l'occasion de la suite, on le disait, du projet de loi sur la moralisation de la vie publique. C'est à vous, Mickaël. Oui. Nicole Belloubet qui a répondu à quelques questions aux journalistes il y a quelques instants. Elle est actuellement en discussion avec quelqu'un. On va essayer dans quelques secondes, Delphine, si vous voulez bien, on ne va pas interrompre leur conversation. Et ce que je vous propose, c'est revenir vers nous, peut-être d'ici une minute, je vous tiens au courant. On revient vers vous, Mickaël. En attendant, on continue ce débat important sur cette question de la taxe d'habitation. Vous êtes rassuré par les propos de Nicole Bricq sur cette révision des valeurs locatives, notamment? Non, effectivement, on réclame une révision des valeurs locatives. Vous l'annoncez. Pour autant, la suppression de la taxe d'habitation, le fait que l'on exonère demain 4 Français sur 5 de la taxe d'habitation, ne rassure pas les collectivités locales, Madame Bricq, parce que nous n'avons aucun engagement sur la compensation qui sera faite de la suppression de la taxe d'habitation. Et ça, c'est particulièrement inquiétant pour le budget des collectivités locales qui, déjà, par le passé, ont fait l'objet d'une baisse considérable des dotations budgétaires et dont on sait bien aujourd'hui qu'elles perdent petit à petit leur autonomie fiscale, leur possibilité d'engager plus d'investissements. Tout cela pour qui? Pour le bien-être de leurs concitoyens. Donc les compensations, par le passé, on a vu aussi que l'État s'engageait sur des compensations, mais on a vu malheureusement que très souvent ces compensations s'étiolaient dans le temps. Donc les inquiétudes, elles demeurent. Et d'ailleurs, cet après-midi, toutes les travées, quel que soit le bord politique, ont posé cette question parce que l'inquiétude est grande sur la réforme de la taxe d'habitation et que pour autant, aujourd'hui, à ce stade, je ne suis pas rassurée, mais je ne dois pas être la seule à être pas rassurée sur une mesure qui reste quand même encore une mesure assez démagogique, une mesure non financée et une mesure qui porte atteinte aux libertés locales. C'est une mesure de pouvoir d'achat. Les compensations qui ne dureront pas dans le temps. Là, j'entends votre inquiétude, mais il faut utiliser les mots justes. Ce n'est pas une compensation. C'est un remboursement que vous connaissez bien sous la forme de dégrèvement. On n'en a pas encore l'assurance, Madame Bricq. Mais c'est pas encore acté là-dessus. Il faut le faire acter. Voilà. Là, je suis d'accord avec vous. C'est là-dessus qu'il faut se battre. Mais on n'a pas eu d'engagement là-dessus. Mais là, c'est l'objet de sur le fait que l'État se substitue aux contribuables. Nous n'avons pas encore l'engagement. Donc ça, parce que tous les ans, si j'ai rappelé qu'il y avait déjà 12 millions qui, à la demande des collectivités locales, des gens qui viennent vous voir, qui viennent voir les maires et qui disent « moi, je ne peux pas ». Parce que ça ne résoudra pas forcément les inégalités de la classe moyenne. À ce moment-là, vous demandez à l'État... Et l'État fait tous les ans, il y a même est-ce que cette mesure est financée, Nicole Bricq? Vous êtes interpellée sur ce point par Dominique Estrosi. Vous savez très bien qu'il y a un plan d'économie qui a été quand même assez détaillé, toujours par le ministre des Comptes publics, M. Darmanin, hier. Oui. Donc, ce qui va être important,
c'est effectivement les engagements qui sont pris, parce que moi aussi, je tiens à ce que ce soit des dégrèvements. On rembourse. Bon, c'est ça, on se substitue. Vous avez raison. Donc ça, il faut que ce soit précisé. Et je pense que ça le sera. Mais sur les économies, c'est l'État qui va faire les économies. Pour le reste, il y a une discussion sur un pacte avec les collectivités locales qui tient en 2 mots. Une liberté d'agir. C'est ce qui a été fait pour les rythmes scolaires, c'est-à-dire le choix de faire ou de ne pas faire, et une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est aussi celle de l'autonomie. Parce qu'il est trop facile de taper sur l'État, mais quand on en a besoin, on s'adresse à lui aussi. Et notamment pour ces remboursements sous forme de dégrèvement de la taxe d'habitation. Donc je crois que c'est ça le pacte. Liberté peut-être, davantage. Autonomie, ça je suis d'accord, il faut de l'autonomie pour les collectivités locales et la responsabilité d'assumer cette liberté. C'est une méthode, c'est un esprit qui vous plaît, ce qu'est en train de décrire Nicole. Ça devrait, madame. Cette liberté, justement, à la fois pour les rythmes scolaires. On peut l'entendre et on sera vigilant et on accompagnera tout ce qui va dans le sens de la liberté, de la souplesse, de la responsabilité. Ce sont bien évidemment des valeurs qui nous sont chères. Moi, je voudrais revenir aussi sur le plan d'économie. Certes, le ministre des Comptes publics a annoncé hier qu'il allait faire 4,5 milliards d'économies en 2017. On est bien d'accord. Mais le problème, c'est pas 2017. Le problème, c'est le budget 2018. Parce que le même ministre des Comptes publics devra trouver et devra générer 20 milliards d'euros d'économies pour financer les promesses du président Macron en matière de baisse des impôts et de réduction du déficit public. Et là, je ne pense pas que le seul non-renouvellement de la flotte automobile des ministères, puisque c'est un des exemples qu'il a donné pour les 4,5 milliards d'euros d'économies, tous les ministères devront se suffisent serrer la véritablement. Donc le budget 2018, c'est là où le bas blesse, et c'est là où les économies de l'ordre de 20 milliards d'euros seront importantes à faire, sinon les promesses ne seront pas tenues. Vous confirmez ces chiffres, Nicole Bricq, en 2018, 20 milliards d'euros d'économies à trouver? Non, ce qui est important, là où vous avez raison, moi je vous entends complètement, mais il se trouve que je connais quand même un peu les finances publiques. Ce qui est essentiel, c'est la loi qui va être discutée au Parlement de programmation des finances publiques. C'est ça le juge de paix. C'est parce qu'une loi de finances, vous le savez, et moi j'ai bien entendu ce qui a été dit par le ministre hier, je crois, ou avant-hier, et ça suffit les budgets d'affichage, parce que là on est quand même servi. Je signale que quand même le plan de formation qui avait été lancé par le précédent gouvernement, on l'a pas découvert suite à l'audit non, mais je suis d'accord. de la Cour des comptes, Madame Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Pour ceux qui connaissent, on le savait. Bon, on n'a pas attendu la Cour des comptes, mais la loi de programmation des finances publiques, ça c'est pas une loi d'affichage, parce que c'est celle qui compte notamment par rapport à nos engagements européens. C'est celle-là qui sera importante. Et là, on va en débattre. Et là, vous avez la programmation qui n'est pas uniquement pour 2018. Qu'est-ce que vous demandez? Vous demandez le soutien de Dominique Estrosi? Absolument. Et si les budgets d'affichage ont cessé de les pratiquer les uns et les autres, parce que tout le monde y a mis la main, quelle que soit la couleur politique, et ont donné ce qu'a l'intention de faire. Il y a une réforme aussi qui va être proposée de la gouvernance des lois de finances. Pour l'instant, ce ne sont que des déclarations d'intention. Absolument. Donc, mais les déclarations moi, je les d'intention doivent se entends, traduire en actes. je les écoute et il faut les traduire en actes, parce que ce qui compte, comme vous le savez, aussi bien que moi, c'est la loi de règlement. On ne peut pas se permettre. C'est la vraie loi de finances. Vu l'état de la France, de pouvoir continuer dans cette direction. Absolument, mais on est d'accord. Vous êtes d'accord sur ce point. Dominique Estrosi-Sassone, on a aussi entendu un de vos autres collègues sénateurs demander peut-être aussi une réforme de la taxe foncière. Est-ce que ça doit venir après la suppression pour 80% des ménages de la taxe d'habitation? Non, mais c'est vrai qu'il y a besoin de remettre à plat l'ensemble de ces taxes. Réforme de la taxe d'habitation, réforme de la taxe foncière. La taxe foncière sur le bâti, aujourd'hui, elle est adossée aux valeurs locatives. Et donc, tant qu'on n'aura pas eu le courage de réformer les valeurs locatives, de réactualiser les valeurs cadastrales, ce qui n'a pas été fait depuis 44 ans, effectivement, ces réformes seront
à la fois des réformes injustes, des réformes lourdes, complexes et obsolètes. Mais j'ai l'impression qu'on prend un petit peu les choses à l'envers et que là, on affole un petit peu nos élus locaux, les collectivités locales et territoriales en disant suppression de taxes d'habitation. Et donc, on voit tout de suite en face perte de recettes. Et quand les communes ont été extrêmement exsangues parce qu'elles ont vu leur dotation budgétaire ne cesser de baisser depuis ces dernières années sous le quinquennat Hollande, eh bien, accordez-moi qu'il faut que les collectivités puissent être rassurées, rapidement rassurées. Et j'espère que la conférence des territoires permettra déjà d'amorcer un certain nombre de directions. Moi, je pense que c'est un acte très important et je note qu'elle avait été programmée dans l'engagement qu'avait pris le président de la République en septembre et qu'elle est avancée le premier acte à juillet. Et je note qu'on répond au président Larcher qui avait souhaité qu'elle se passe au Sénat et que le président Macron a accepté que ça se passe au Sénat. Il sera présent parce qu'il entend ce qu'on lui dit. C'est très important. Tout le monde ne fait pas comme lui. Donc, je vous donne rendez-vous lundi. Moi, j'en attends aussi beaucoup. On suivra bien l'événement sur Public Sénat. Je voudrais vous faire agir à un autre sujet toutes les deux, puisque c'est bientôt la fin du suspense, peut-être chez les LR, votre parti. Le sort de plusieurs personnalités Macron-compatibles doit être tranché par le bureau politique de ce soir, qui pourrait les sanctionner, voire les exclure pour leur alliement ou leur soutien au président de la République, Audrey Vuettaz. Au quartier général des Républicains, on s'attend à un bureau politique sous tension. Sous tension, car il va falloir décider du sort de plusieurs figures des Républicains, membres du gouvernement ou députés Macron compatibles. Que faut-il faire d'eux? La question divise la famille. Éric Ciotti et Nadine Morano prônent l'exclusion pure et simple. Pour Éric Doligé, les pro-Macron auraient dû partir sans même attendre la sanction. Il estime qu'ils font du mal à sa famille. Pour moi, ils sont un peu déconstructifs parce qu'ils font partie d'un mouvement où ils se disent partie d'un mouvement LR. Donc c'est vraiment pour poser des problèmes à LR. Quand on n'est plus d'accord avec un mouvement, quand on n'applique plus la totalité de sa politique, on se retire. Que faut-il faire d'eux? La question mérite d'être posée pour le sénateur François-Noël Buffet, mais sans précipitation. C'est le rôle du bureau politique que d'ouvrir cette discussion, mais avec toujours le souci de prendre un peu de recul par rapport aux choses et puis de ne pas faire des choses qui ne sont pas attendues par ailleurs de nos électeurs, qui ont plutôt envie qu'on serre les coudes plutôt qu'on se sépare. Se serrer les coudes, c'est la ligne de conduite de Gérard Larcher qui a d'ores et déjà annoncé qu'il voterait contre les exclusions. Avis partagé par Dominique Estrosi Sassone. Pour elle, ce ne sont pas des pratiques acceptables dans sa famille. Il ne faut pas exclure, parce que ça voudrait d'abord montrer que notre famille politique est une famille qui se réduit, une famille qui jette l'anathème sur les uns et sur les autres. Aujourd'hui, je pense que notre famille politique est bien malade et qu'elle n'a pas besoin de ce genre de comportement. D'après les dernières informations, il semblerait que les députés constructifs échappent aux procédures d'exclusion. Dominique Estrosi Sassone, on vous a vu dans ce reportage d'Audrey Vuettaz. A priori, ce soir, il n'y aura pas d'exclusion prononcée. Vous trouvez que c'est une sage décision? Il ne faut pas donner l'impression de couper des têtes? Alors, je ne sais pas, moi je ne siège pas au bureau politique, mais c'est vrai que ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de continuer à jeter l'anathème sur les uns et les autres. Il nous faut repenser notre ligne politique, il nous faut tirer les enseignements des échecs successifs que nous venons de vivre, la présidentielle, les législatives, et cela passe plutôt par un rassemblement, par une volonté de d'abord définir une ligne politique clair, plutôt que de jeter l'anathème sur des personnes et d'arriver à exclure des personnes qui ont fait partie et qui font toujours partie d'une famille politique avec des engagements dont on peut aussi comprendre par rapport à l'intérêt de la France. Ouais. Est-ce qu'il faut attendre le prochain congrès, avoir un leader avant de trancher cette question de la ligne et des exclusions? Moi, je pense vraiment qu'il ne faut pas se précipiter et moi là-dessus, j'espère vraiment que nos leaders fassent en sorte que le congrès soit reporté le plus tard dans le temps, pas avant 2018. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de se précipiter et ça accentuera encore les plaies qui sont déjà béantes. Ouais. Nicole Bricq, est-ce qu'il faut que les parlementaires, les LR Macron compatibles rejoignent clairement la République en marche et soient exclus du Parti des Républicains? Ce serait plus clair, mais on est dans un mouvement, on voit bien, de décomposition et de recomposition. Et c'est vrai que les vieux partis, ils ont plutôt tendance à se raidir. Il y a des logiques de situation et beaucoup
c'est le cas de LR, comme c'est le cas de... oui, si on fait le parallèle avec le Parti socialiste. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il y a forcément des logiques qui entraînent plus loin qu'ils ne voudraient aller. Ils ont, quand il y a une révolution comme ça, parce que c'est ça quand même, la recomposition politique est en route, eh bien, ils ont tendance à se raidir sur l'appareil et effectivement à exclure. Voilà, alors ils peuvent attendre. La clarification passe par là. Voilà, mais la clarification, elle se passe sur, et vous avez raison, sur une ligne politique. Moi, je me suis engagée avec Macron sur des orientations politiques, pas parce qu'il avait les yeux bleus et les dents du bonheur. C'est parce que je pense que ce qu'il disait correspond à la vie réelle et à l'état de la société. Donc, à partir de là, je pense qu'il y a des gens chez les Républicains qui eux aussi pensent que ça correspond au moment où nous sommes. Il y a un momentum et je ne sais pas ce que ce sera dans 5 ans. Tout en restant un pied dedans, un pied dehors, c'est ce qu'on a un peu dit, Dominique. Oui, mais ça ne peut pas durer. Mais bon, après, je crois qu'il faut faire preuve de pragmatisme, d'opérationnalité et encore une fois, voir l'intérêt de notre pays et l'intérêt de nos concitoyens. Et aujourd'hui, je pense que la séquence électorale a été suffisamment longue pour tout le monde pour qu'on puisse marquer une pause, se concentrer sur effectivement ce que va mettre en place le gouvernement, voir s'il y a lieu d'accompagner un grand nombre de réformes ou pas, être dans une approche qui soit une approche pragmatique, une approche ouverte, et puis, parallèlement à ça, prendre le temps de tirer le bilan de ce qui s'est passé, de pouvoir réfléchir, porter une véritable réflexion. Je suis navrée que dans mon parti politique, ça fait très longtemps qu'on a abandonné réflexion sur les principaux thèmes et qu'aujourd'hui, c'est peut-être à cause de ça que l'on se retrouve dans cette situation. Merci beaucoup Dominique Estrosi-Sassone. Merci à vous Nicole Bricq. On va d'ailleurs retrouver Tam Trani devant le siège du Parti Les Républicains, rue de Vaugirard à Paris. Le bureau politique va débuter d'ici quelques instants. Comment est l'ambiance avec l'arrivée justement à des membres qui participent à ce bureau ? Eh bien, on vient de voir affluer la plupart des ténors de ce bureau politique. Et ce qui est clair, eh bien, c'est que tout le monde n'est pas d'accord sur le sort à réserver aux LR macro-compatibles ou bien pro-Macron, que sont ceux qui ont rejoint le gouvernement, bien sûr. Je veux parler d'Édouard Philippe ou encore Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, ou encore les députés qui ont constitué le groupe des constructifs comme Thierry Solère ou Franck Riester. Alors ici, dans le bureau politique, il y a déjà des voix qui estiment que toutes ces personnes se sont exclues d'emblée du mouvement des Républicains. Sur cette ligne, écoutez Nadine Morano. Je dis simplement que ceux qui sont partis par définition ne sont plus dans les Républicains. Comment vous pouvez expliquer à nos militants et aux Français que vous avez un pied dans les Républicains et que vous êtes partis dans l'autre parti politique qui s'appelle En Marche? Parce que En Marche est un parti politique, d'accord, c'est un parti politique, donc il faut acter leur départ, ils sont partis. Je veux dire, c'est ça la réalité. Oui, Nadine Morano, qui donc, vous l'avez entendu, ne comprend tout simplement pas pourquoi toutes ces personnes n'ont pas rejoint En Marche. Encore plus fort, il y a le trésorier du parti, Daniel Fasquelle, qui serait lui très déçu si ces personnes n'étaient pas exclues du parti à l'issue de ce bureau politique. Je vous propose de l'écouter. Il ne s'agit pas d'exclure, il s'agit tout simplement de clarifier la situation. Et l'exclusion, c'est la conséquence juridique d'une nécessaire clarté et clarification. On ne peut pas être dans la majorité, dans l'opposition. Je crois que tout ça a assez duré. Cette comédie doit maintenant prendre fin. Il faut que chacun nous dise clairement là où il est. Est-ce qu'il est chez les Républicains ou est-ce qu'il est chez En Marche? Et si on ne le fait pas, la confusion va continuer à s'installer, voire même s'accroître. Et c'est notre parti politique qui va finir par être gravement déstabilisé. Mais voilà, c'est qu'on en a aussi entendu des personnes sur une toute autre ligne. On a pu voir arriver Fabienne Keller qui estime que toutes ces personnes, au contraire, sont autant de nuances qui permettent d'apporter beaucoup de force au parti. Sur la même ligne, on a également pu entendre Geoffroy Didier qui ne veut pas d'un parti qui soit dans l'exclusion, qui veut un mouvement moderne qui additionne plutôt que de soustraire. Et puis, il y a eu des sénateurs comme Alain Joyandet ou encore Roger Karoutchi qui veulent un petit peu d'apaisement dans tout cela. Écoutez, Roger Karoutchi. Vous allez voir, on va trouver une bonne solution qui n'exclura personne, qui remettra un peu de rassemblement et d'ordre dans la maison. Pas d'émeute, tout va bien.
Notez qu'en revanche, eh bien, certains ténors du parti sont passés à toute vitesse devant les caméras, comme Éric Ciotti ou encore Christian Jacob. Bref, le suspense demeure quant au sort qui va être réservé aux constructifs. Merci beaucoup Tam, on vous retrouve bien dès qu'on a d'autres nouvelles, bien entendu. Mes invités pour décrypter cette refondation des LR en cours ce soir. Charles Consigny, bonsoir. Vous êtes éditorialiste au point.fr. Face à vous, Stéphane Zumsteeg, bonsoir. Directeur du département Opinion et Recherche sociale d'Ipsos. Et puis j'accueille également Tristan Kinomo-Poil, bonsoir. Vous êtes journaliste politique au Figaro. Première question pour vous, Charles Consigny, puisqu'a priori, on n'aura pas d'exclusion à proprement parler ce soir. Est-ce que c'est suffisant? Des sanctions au cas par cas pour clarifier la ligne politique des LR? Il faut se mettre à leur place. Moi, je pense que c'est la moindre des choses s'ils veulent survivre au macronisme triomphant. Je pense que quand même, ils ont été quittés symboliquement par des personnalités fortes comme Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Édouard Philippe, qui sont quand même pas des troisièmes couteaux au sein des Républicains, et donc ils sont gravement déstabilisés. Et pour essayer de sauver les meubles, disons, ils sont quand même obligés de marquer leur séparation avec le mouvement En Marche. Le problème qu'ils ont, c'est que les cartes sont complètement rebattues et que ce mouvement et ce gouvernement, cette majorité, accomplissent en ce moment des réformes qui sont tout à fait dans la ligne de ce qu'auraient fait les Républicains s'ils avaient gagné les élections présidentielles. Donc je crois qu'ils tâtonnent, qu'ils naviguent à vue et qu'ils essayent de sauver les meubles. Ouais, Tristan Kinomo-Poil, le salut des Républicains, ça passe forcément par l'exclusion des membres du gouvernement et des parlementaires Macron compatibles qui ont créé leur propre groupe à l'Assemblée, celui des constructifs. Il n'y a pas vraiment de bonne solution puisque s'ils excluent ces personnes-là, ils rétrécissent forcément le contour de ce parti et la capacité à les séduire, ceux qui sont libéraux, etc. Si l'UMP a gagné beaucoup d'élections entre 2002, 2007 et parfois certaines élections locales, c'était parce qu'il y avait des alliances très larges, parfois avec le centre, la capacité aussi à faire des alliances avec le centre. Exclure ces personnalités-là, c'est faire une croix sur ces alliances-là. Donc c'est compliqué. De l'autre, il y a encore des militants, il n'y en a plus autant qu'avant, mais il y en a encore un petit peu. Et ces militants-là, ils attendent une décision ferme. S'il y avait comme ça un flottement à l'égard de ceux qui sont partis chez Emmanuel Macron, ces militants-là ne l'accepteraient pas. Donc il n'y a pas vraiment de bonne décision. Ils sont victimes, effectivement, de l'arrivée d'Emmanuel Macron de plein fouet. Et il va falloir un peu de temps avant que ça se stabilise. Il faudrait finalement qu'Emmanuel Macron fasse ses premières erreurs pour que les Républicains puissent un peu reprendre de l'énergie. Mais là, c'est compliqué pour eux. Stéphane Zumsteeg, comment c'est perçu, effectivement, Tristan Kinomo-Poil le rappelait à l'instant, il y a cette exigence, cette demande de la part des militants, des adhérents LR, de cette clarification. Ces sanctions, est-ce que vous avez pu tester dans l'opinion publique comment elles étaient perçues? Est-ce qu'elles sont attendues? Alors, on n'a pas testé les sanctions, parce que là encore, on parle des militants, des membres encartés des Républicains, et on a raison, mais malgré tout, ça correspond à quoi? À quelques dizaines de milliers ou quelques centaines de milliers de personnes. En revanche, nous, on a beaucoup travaillé sur les sympathisants de la droite ou du centre-droit. Et ce que l'on voit très clairement, c'est que la composition du gouvernement a plu à cette opinion de droite. Il y a aujourd'hui près de la moitié des Français de droite qui déclarent avoir une opinion favorable à l'égard et du président de la République et du Premier ministre. Et ces gens-là ont manifesté leur satisfaction quand ils ont vu qu'un certain nombre de postes clés, notamment à Bercy, étaient donnés à des gens de droite. Donc c'est pour ça que le parti se trouve aujourd'hui dans une situation très acrobatique. On comprend bien si les Républicains veulent apparaître comme le principal parti d'opposition en France, ils ont besoin de cohérence et donc ils sont dans l'obligation de se séparer de ces gens qui ont rejoint le gouvernement ou En Marche au travers finalement de ce groupe constructif, mais il n'est pas sûr qu'il soit suivi par l'opinion. Là encore, quand on regarde, la cote de popularité de ces ministres qui ont rejoint le gouvernement est plus élevée auprès des gens de droite qu'un certain nombre de leaders, comme par exemple Laurent Wauquiez. Donc il faut faire aussi très attention. Les militants encartés, c'est une chose, mais il y a aussi les sympathisants. C'est vrai que si on va jusqu'à l'exclusion, Charles Consigny, on acte peut-être aussi la victoire d'Emmanuel Macron, cette victoire sur l'explosion des partis et la destruction de la droite. Mais oui, c'est terrible. En plus, c'était un objectif affiché par Emmanuel Macron. Donc il ne se cachait même pas en coulisses de vouloir faire exploser les partis traditionnels et de vouloir les détruire. Je pense que les Républicains ont devant eux un chantier qui est en même temps passionnant puisqu'ils doivent se recréer une colonne vertébrale d'idées, de concepts, de projets qui pourra à la fois les singulariser vis-à-vis d'En Marche, donc d'un centre droit ou centre gauche selon les sujets,
et leur permettre de reconquérir des électeurs. Pour l'instant, l'opposition, c'est quand même Jean-Luc Mélenchon. Moi, ce que j'observe, vu de ma fenêtre, c'est qu'à l'Assemblée nationale, c'est les insoumis qui tiennent la dragée haute à la majorité. Pourquoi ? Parce qu'ils font passer la majorité pour une majorité libérale qui serait du côté des riches, des patrons, et pas du prolétariat, en quelque sorte. Je parle en termes caricaturaux, parce que même s'exprime un peu comme ça. Ils ont des cartouches pour dire ça, puisque les réformes qui sont pour l'instant engagées, notamment la réforme du Code du travail, c'est quand même une réforme de droite, quoi qu'on en pense. Donc, mais la droite, elle a deux groupes à l'Assemblée nationale. Donc justement, la droite et du coup, dure, celle qui n'est pas du côté des constructifs, pourrait avoir ce rôle-là. Oui, alors voilà, c'est là que je voulais en venir. C'est-à-dire que du coup, la droite, en étant la droite modérée, en fait, l'espace est pris par le mouvement En Marche. Et donc, en quelque sorte, son dernier salut, c'est quand même malgré tout d'être une droite un peu buissonnienne, je pense, c'est-à-dire d'être une droite qui est centrée sur l'histoire de la France, son identité, ses valeurs pluriséculaires. Donc il n'y aura plus la place pour un courant plus modéré, selon vous ? Mais je ne pense pas qu'il faille le faire de manière caricaturale. Non, en tout cas, en l'état actuel des choses, une droite modérée, je ne vois pas trop ce qu'elle pourrait se faire comme place. Et pourtant, Tristan Kinomo-Poil, Thierry Solaire le disait, c'est un très mauvais signal qu'on pourrait envoyer s'il n'y avait plus cette ligne qu'il incarne présente dans cette droite, notamment à quelques mois des sénatoriales. C'est un peu la fin de l'esprit de l'UMP, surtout. Jacques Chirac avait réussi en 2002 à rassembler toutes les droites. Il y avait avant toutes les chapelles, RPR, UDF, droite libérale, etc. Il avait réussi à rassembler tout ça. C'était une machine de guerre pour gagner. Et aujourd'hui, effectivement, c'est complètement embrayé. Il y a un manque de lisibilité aussi. Vous avez parlé de deux groupes à l'Assemblée nationale. Et quand on regarde un peu le vote lors du discours de politique générale d'Édouard Philippe, il y en a qui s'abstiennent, d'autres qui votent contre, d'autres pour. Et finalement, dans ces deux groupes, et à peu près à part plus ou moins égale. Donc finalement, on ne sait même plus qui est dans l'opposition, qui est dans la majorité, à la fois dans le groupe républicain, à la fois dans le groupe constructif. C'est un peu le bazar partout. Il faudrait que toutes ces personnes se retrouvent calmement. Alors c'est pas gagné quand on sait la bataille Copé-Fillon qu'il y a eu il y a 5 ans. Donc il faudrait que ces personnes se retrouvent et retrouvent la tête du canard. Aujourd'hui, le parti est un canard sans tête. Donc c'est un chantier absolument incroyable qui attend les Républicains. Mais c'est incontournable s'ils veulent continuer à représenter quelque chose dans l'opinion. Stéphane Zumsik, c'est important dans ce que vous pouvez sonder dans les courants d'opinion qu'il y ait justement ces différentes lignes de partisans d'une droite dure et d'une droite plus modérée. Les Français ont encore envie de se retrouver dans ces courants ? En tout cas, c'est ce qui faisait la force, effectivement, vous venez de le dire, de l'UMP. Les sympathisants de droite étaient ravis que finalement les libéraux, les démocrates chrétiens, les gaullistes se retrouvent dans le même parti. C'est plus le cas aujourd'hui. Les Français ne se retrouvent plus dans les partis politiques tels qu'ils ont existé. Personne ne pleure la quasi-disparition, en tout cas les graves difficultés dans lesquelles se trouve le Parti socialiste. Et c'est la même chose, les gens de droite ne se désolent pas du sort actuel des Républicains. Après, malgré tout, il reste un peuple de droite qui ne se retrouve pas dans Emmanuel Macron et qui se retrouvera de moins en moins en lui quand les difficultés viendront, quand les mauvais résultats éventuels seront annoncés. Donc il y a des gens qui sont en attente, mais qui sont totalement déboussolés. Ils attendent. Après, eux-mêmes, quand on les interroge, n'ont pas un avis tranché sur l'orientation politique de ces républicains rénovés qui existeront probablement après l'été. Les gens sont totalement tenaillés ne savent pas choisir entre cette ligne identitaire qui leur fait peur malgré tout, non pas par manque d'adhésion, mais ils se disent qu'aller chasser sur les terres du Front National pourrait être mortifère. Parce qu'en face, c'est plus le Parti socialiste, le principal parti, c'est la République en marche. Et ces gens de droite qui s'intéressent à la vie politique ont bien compris que si la ligne est trop droitière, eh bien, ce serait une autre victoire de plus pour Emmanuel Macron. Charles Consigny, il y a aussi des questionnements autour du calendrier. Est-ce qu'il faut attendre le Congrès ? Il faut que les LR se donnent un leader et après on ouvre ce chantier, cette question des sanctions, des exclusions. Ou au contraire, il faut faire tomber des têtes dès maintenant pour pouvoir se projeter et nommer un chef de parti les 17 ou 18 décembre prochains. Franchement, je pense que ces histoires d'exclusion et de sanctions, c'est quand même une tempête dans un verre d'eau. Je ne pense pas que ça ira très loin au sein de la population française. Je pense que les gens ne seront même pas au courant de ça, qui n'y prêtent aucune attention.
Et donc la question qui, vraisemblablement, de toute façon, c'est Laurent Wauquiez qui va devenir le leader des Républicains. En tout cas, c'est ce que... Il y a d'autres candidats, notamment Thierry Solère. Ça a été vécu comme une dernière provocation, mais... Moi, je sais pas. Ce que j'entends, c'est que c'est Laurent Wauquiez qui va gagner. Donc, j'en sais rien. J'ai pas les chiffres, mais dans l'esprit de beaucoup de gens parmi les Républicains, ça a l'air complètement joué d'avance. Donc on sait à peu près quel chemin tout ça va prendre. La seule question qu'ils doivent se poser, c'est comment est-ce qu'ils peuvent s'opposer à Macron sans avoir l'air ringard, puisque ça a été un tel déferlement que maintenant, dès qu'on dit un truc qui n'est pas ce que dit le parti majoritaire, on est ringard. Donc c'est ça leur chantier, les histoires d'exclusion. Ça permet de clarifier les choses, ça permet de montrer qu'ils sont bien une opposition et pas un parti satellite de la majorité. Mais en même temps, on verra bien que s'ils sont de bonne foi pendant le quinquennat qui vient, il y a plein de choses qu'ils vont devoir voter. Ou alors, s'ils ne les votent pas, ils auront l'air de la vieille politique non constructive, justement, qui est juste dans l'idéologie, la logique des partis, et pas dans l'intérêt général. Tristan Quinomopoulos, sur la question du calendrier, c'est anecdotique selon vous ? Je pense que le bureau politique, on va voir ce qu'il va annoncer ce soir, mais il va être beaucoup plus astucieux que ça. Il n'y aura pas forcément d'exclusion en tant que telle dès maintenant. Ça va être soit des suspensions, soit une procédure qui prendra des mois et des mois. Il ne faut pas insulter l'avenir, c'est ça, c'est l'idée. Pour rester, finalement, pour ne pas trancher. Au bureau politique, on l'a vu, dans votre reportage juste avant, il y a des personnalités qui sont encore ancrées aux Républicains et qui sont contre l'exclusion des personnes qu'on a citées. Et du coup, il faut encore tenir cette famille-là. Laurent Wauquiez, qui effectivement est bien parti pour présider ce parti, il ne peut pas être à la tête des Républicains sans Xavier Bertrand, qui a tweeté cet après-midi contre l'exclusion de ces personnes-là. Il ne peut pas être dans ce parti sans Valérie Pécresse, qui monte une structure et qui plaide plutôt comme ça pour un rassemblement plutôt large. Donc il est obligé quand même de tenir cette maison. Sinon, il se retrouverait à la tête de 50 000 militants, avec 50 millions d'euros de dettes, et un parti qui perd les élections. Donc il ne peut pas être à la tête de ce petit château. Il veut quelque chose de bien plus grand. Stéphane Donzic, toutes les sensibilités doivent être présentes, incarnées selon vous au sein des LR. Il doit donc... C'est une nécessité. Oui. Enfin, si les LR souhaitent rester le principal parti d'opposition, et a priori tout porte à croire en tout cas il a vocation à être le principal parti d'opposition en France, ne serait-ce que parce qu'il a une centaine de députés, il est obligé de réunir les différentes chapelles de la droite. Alors toute une partie sera perdue définitivement parce qu'elle aura rejoint le président de la République, certes, mais il devra reconstituer. Il faudra qu'il y ait des centristes, des libéraux, certes avec une ligne peut-être identitaire et droitière un peu plus affirmée qu'auparavant, mais je veux juste aussi rajouter quelque chose sur Laurent Wauquiez. Si effectivement c'était Laurent Wauquiez qui devait prendre la tête des Républicains, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, même si les choses évidemment peuvent évoluer dans le temps et on peut gagner en crédibilité, dans notre baromètre que nous réalisons d'ailleurs pour Le Point, Laurent Wauquiez est parmi les 30 personnalités testées, l'une de celles qui a la plus mauvaise image auprès des Français dans l'ensemble. 15% des Français aujourd'hui... Est-ce que c'est mieux placé justement pour incarner Jean-François Copé a aussi dirigé l'UMP à un moment donné et sa cote de popularité dans l'opinion était très mauvaise, du fait évidemment de... Quelles sont les personnalités dont la cote de popularité est élevée? C'est justement le problème des Républicains, c'est quand on regarde, enfin il n'y en a pas, si, il y en a Nicolas Sarkozy, François Fillon, Alain Juppé. Voilà, des gens qui ont quitté la vie politique ou qui, en tout cas, se sont mis temporairement en retrait, en tout cas au niveau national pour Alain Juppé. Il n'y en a pas pour l'instant. Et je reviens là-dessus. Laurent Wauquiez a pour l'instant une image très mauvaise. Et il y aura des ateliers de rénovation, c'est ce qu'a annoncé Bernard Accoyer. Il serait temps. Ouais. Non, moi j'observe quand même que, à mon avis, il y a la place pour la ligne Fillon. Je pense s'il devait choisir une orientation, moi je me souviens, j'étais par pure curiosité allé au Trocadéro quand il a fait son grand discours pour sauver sa peau, et il avait dit qu'il était le candidat de la France des châteaux et des pâturages. Enfin, il avait fait comme ça un tableau un peu balsacien de la France. Et je crois qu'il y a là quelque chose qui peut fonctionner, parce que j'observe que malgré un matraquage médiatique très violent sur les affaires, il a quand même fait un score, mais quand même un score important au premier tour, même si c'était pas le score. Alors ça pourrait être pris ce courant par Dominique Fasquelle, par exemple, le trésorier. Peut-être Daniel Fasquelle, par exemple, pourrait le reprendre. Il faudra qu'il se fasse connaître davantage d'ici là s'il veut réussir de ce côté-là. Notamment au niveau du prénom. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a la place pour une ligne de droite
intransigeante, libérale, qui ne fait pas de discrimination positive, qui ne taxe pas à 300% les successions, qui supprime l'ISF, vous voyez, qui ne parle pas en anglais à tout bout de champ, qui considère que le français est encore une langue qui peut être parlée y compris à l'étranger, etc., qui n'est pas obsédé par les start-up. Tout ça, je crois qu'il y a une place. Très rapidement, pour conclure, Tristan Quineau-Maupoil, vous êtes d'accord avec cette ligne Fillon qui devra être aussi présente, incarnée ? Qui était plutôt honorable. Sans les affaires, peut-être qu'il aurait pu accéder au second tour. Pas sûr qu'il aurait gagné cette élection à la fin. Mais quand même, notamment au niveau local, on le voit, il faut gagner avec des alliances très larges, avec les centristes, etc. Il faut peut-être effectivement incarner cette ligne, mais il faut aussi savoir tendre la main, etc. Et pour l'instant, c'est pas l'attitude des Républicains. Eh bien, merci messieurs. On accueille tout de suite Michel Grossière. On va continuer cette discussion lors de l'émission L'épreuve de vérité. Bonsoir Michel, puisque votre invité ce soir, c'est l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Qui a inventé d'ailleurs la formule des constructifs. Alors on lui demandera si, même si l'exclusion ne semble pas au programme ce soir, si les constructifs LR doivent toujours craindre une nuit des longs couteaux. Et puis nous l'interrogerons également sur la volte-face récente du gouvernement, de l'exécutif en tous les cas, sur les réformes et sur la fiscalité. On lui demandera si selon lui le compte est bon désormais. Et puis on lui demandera, Jean-Pierre Raffarin, et maintenant, qu'allez-vous faire, puisqu'il donne une nouvelle orientation à sa vie en abandonnant, vous le savez, dans quelques mois, ses fonctions électives ici au Sénat. Et puis on l'interrogera également sur les bonnes perspectives pour Paris 2024. Merci beaucoup Michel. L'épreuve de vérité, c'est donc à suivre en direct sur Public Sénat à 18h30. En attendant, retour sur les temps forts de la séance de questions d'actualité au gouvernement. Les temps forts sélectionnés par Alexandre Poussard. Vous donnez la priorité à la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français. Après de nombreuses hésitations et revirements, il a été précisé hier que cette mesure entrerait en vigueur progressivement dès l'année prochaine. Le président de la République justifie sa suppression parce qu'il estime que la taxe d'habitation est, et je le cite, lourde, inéquitable, évaluée de manière obsolète et est un impôt injuste. Je vous pose la question, Monsieur le Premier ministre, si cette taxe est injuste, alors où se trouve la justice pour les 20% des Français qui continueront de la payer et pour nos concitoyens assujettis à la taxe foncière qui est assise sur la même valeur locative? Le Premier ministre a souligné que c'est lors de la conférence des territoires qu'il y aura, avec les élus locaux, avec les régions, les départements, les communes, cette discussion sur évidemment à l'euro, ces exonérations, ces dégrèvements pour les communes, pour les intercommunalités. C'est le 17 juillet, ne vous inquiétez pas, cela arrive. Demain, le Premier ministre aura l'occasion, au moment où nous allons commencer le débat d'orientation des finances publiques, puisque nous serons auditionnés par les commissions, de préciser à partir de quel calendrier cette suppression progressive pour 80% des foyers, la taxe d'habitation se fera, et elle se fera sur 3 ans. Vous avez assuré publiquement le 6 juillet dernier qu'une solution n'était pas loin concernant le dossier de reprise de l'équipementier automobile creusois GMS Industrie, actuellement en liquidation judiciaire, avec poursuite de l'activité jusqu'au 19 juillet prochain. Lors d'un communiqué en date du 21 mai, vous sembliez déjà confiant dans les propositions faites par les 2 donneurs d'ordre, PSA et Renault, concernant l'augmentation du volume des commandes. Or, la confirmation précise et assurée de ces engagements se fait toujours attendre. Monsieur le ministre, que fait l'État pour contribuer à un avenir crédible et pérenne pour ce site industriel? Quelle sortie de crise attend ces 277 salariés, leurs familles et leur territoire? Nous trouverons les solutions pour la souterraine et pour le territoire. Vous l'avez dit, un territoire d'une commune de 5 000 habitants dans lequel ce sinistre industriel serait effectivement une catastrophe. Et donc c'est l'objet de toute la mobilisation de cette réunion. Travailler sur des engagements concrets des constructeurs en volume et en chiffre d'affaires. Nous avons déjà obtenu un renfort important de ces engagements à hauteur de 22 millions pour les 2 principaux clients, Peugeot et Renault. Il faut aussi obtenir des engagements d'investissement sur le site par le repreneur. Autant de sujets sur lesquels nous devons travailler et travailler aussi sur le nombre d'emplois que nous devons convenir. Et pour ce qui sera demain de la dépollution du site, mais aussi de l'accompagnement des salariés qui ne seraient pas retenus dans cette offre, nous devons mobiliser tous les moyens en matière d'accompagnement et de formation professionnelle pour faire en sorte que ce site demain retrouve de l'espérance.
Selon l'objectif de la loi visant à ramener à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité à l'horizon 2025, vous avez annoncé hier vouloir fermer jusqu'à 17 réacteurs. Toutefois, un important programme de rénovation du parc nucléaire français doit permettre d'allonger la durée de vie des centrales et générer aussi des retombées importantes pour nos entreprises. Monsieur le ministre, quelle est votre vision du mix énergétique dans la lutte contre le réchauffement climatique? Allez-vous préserver la complémentarité des énergies de base, nucléaire et hydrocarbures, qui satisfont encore la majorité de la consommation d'énergie d'une part, et des énergies renouvelables d'autre part? Il faudra aussi trouver un équilibre entre innovation et précaution, éviter tout attentisme pour moderniser l'économie. Il y a 2 critères fondamentaux qui doivent éclairer ces choix. Le premier, c'est l'exigence absolue de sûreté qui doit être garantie par l'indépendance et la transparence de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. Le second, c'est le potentiel de toutes les énergies, ce que nous pouvons faire pour accélérer le développement des énergies renouvelables et retrouver notre souveraineté de choix en matière d'énergie. Enfin, la programmation pluriannuelle de l'énergie se fera dans un dialogue renforcé avec tous les acteurs, syndicats, industriels, associations, mais les Français ont aussi leur mot à dire. Enfin, cette transition, elle doit laisser personne de côté. C'est pour ça que nous proposerons des contrats de transition aux salariés, mais aussi territoire par territoire, qui seront concernés par cette transition. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, l'épreuve de vérité, l'émission politique de la rédaction de Public Sénat. Invité ce soir, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Bonne soirée à tous.